Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, notre invité, c'est Johan Janot, ancien arbitre international, arbitre en Betclic Elite Pro A maintenant, dont voici un extrait tout de suite. On faisait des séances aussi sur justement contrôle de la rencontre, maîtrise du match, etc. Et ça, on commençait souvent en National 3, National 2. Voilà. Alors qu'à un moment, on s'est dit, mais c'est complètement ridicule. C'est Bruno Vautier, qui est le responsable de la formation des arbitres à la fédération, qui est mon chef de service, qui a dit, mais pourquoi on fait ça en National 3, National 2, puis après Pro où il y a le plus de conflits, c'est où? C'est en D3, en D1, en R3, quoi. C'est là qu'il y a le plus à gérer. Nous, gérer les mecs en pro A, c'est pas très compliqué. Ils sont pros. De temps en temps, il faut se dire stop. De temps en temps, il faut en virer un. Mais je veux dire, tu as le nombre voilà, il y a des matchs où il n'y a aucune technique. En départemental 3, c'est là que c'est dur. Avec Johan, on a parlé de plein de sujets intéressants. Vous avez les titres en haut, toujours, que vous en avez l'habitude, qui vous aident à suivre pour regarder seulement les parties qui vous intéressent. Et puis, si ça vous plaît de manière générale, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et de la partager énormément. Je pense que c'est très intéressant de voir la vision de Johan, qui est un très bon orateur et qui ouvre un petit peu la voie sur les arbitres, qui sont souvent un peu les vilains petits canards du basket, à tort. Magnéto, tout de suite. En tout cas, merci pour le temps déjà. Que tu m'accordes. Le but, on va essayer de parler comme je te disais en off, on va essayer de parler d'un petit peu de ton métier d'arbitre, qui est central dans le jeu du basket, et puis de ton parcours en général, parce que alors, comme j'ai effectivement regardé d'autres podcasts que tu as fait, et j'ai appris qu'en fait, à la base, tu étais professeur des écoles. Ouais. Et C'est mon premier métier. Ouais, et en fait, c'est vachement lié au métier d'arbitre, indirectement. C'est de la pédagogie, c'est un peu la même chose. D'abord, tu as été professeur des écoles et après, tu es devenu arbitre. C'était en parallèle, ça s'est mélangé. Comment ça s'est passé? Bon, l'arbitrage, tu sais, c'est quelque chose que j'ai commencé plus jeune, vers l'âge de 16 ans, en fait, via le milieu scolaire. Tu sais, il y a des compétitions scolaires, UXL, UNSS. Moi, c'était dans l'UXL. Ouais. Et j'étais arbitre comme ça et ça m'a rapidement plu. J'avais fait des petits stages dans mon club quand même, un petit peu vers l'âge de 13 ans, 13-14 ans, qu'on fait dans les écoles d'arbitrage, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui des écoles d'arbitrage. Ça existait il y a 35 ans. Donc c'est comme ça que j'ai débuté l'arbitrage et puis je suis monté dans les niveaux tranquillement, enfin assez vite quand même. Quand on est arbitre de haut niveau, faut aller assez vite quand même. On peut pas passer 20 ans dans les niveaux intermédiaires. Ouais. Et puis en parallèle, c'est vrai que j'ai fait ma formation de professeur des écoles. Et en effet, et tu as raison, la pédagogie, c'est ce qui m'anime en fait aujourd'hui. Et quand la fédération a créé des postes d'arbitre professionnel, c'est-à-dire mon travail à la fédération, c'est d'arbitrer, mais aussi faire de la formation. Ça a lié mes deux passions, le basket et la formation. Et ouais, tout ce qui est pédagogie, c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien, que ce soit dans mon métier d'enseignant au départ et puis ensuite dans mon métier de formateur à la fédération. Mais tu as exercé du coup en tant que professeur? Oui, là, j'ai fait 6 années professeur des écoles. J'étais directeur d'une école dans un petit patelin, là, pas très loin de chez moi, à 20 km, qui s'appelle Saint-Martin-des-Noyers. En Vendée. En Vendée, voilà, où j'habite. Donc j'ai fait ça pendant 6 ans et puis l'été, juste avant la fin de l'été 2005, voilà, les postes ont été créés à la fédération auxquels je n'avais pas postulé parce que moi j'étais arbitre déjà en Pro A à l'époque, donc ça me plaisait bien. C'était pas facile dans le rythme, parce qu'on pourra en reparler plus tard, mais c'est ce que vivent mes collègues aujourd'hui. Associer un métier à plein temps plus l'arbitrage avec les matchs en semaine, avec aujourd'hui, parce qu'on nous demandait pas tant de travail. Il y a 20 ans que je suis en Pro A. Félicitations. Merci. On ne nous demandait pas tant de travail qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, on demande vraiment du boulot aux arbitres. Il y a une vraie pression, beaucoup plus qu'il y a 20 ans. On leur demande d'arriver plus tôt dans les villes, etc. Toutes les contraintes et les exigences, plutôt, on pourra en parler tout à l'heure, pour que les gens comprennent ce que c'est le métier d'arbitre. On ne demandait pas ça, donc je m'y retrouvais à peu près, sauf que on n'a pas une minute à soi. Quand on a des matchs tous les week-ends à l'autre bout de la France, plus son travail, c'était très compliqué. Donc quand ils ont proposé les postes, au départ, j'ai pas postulé. Et puis c'est ma collègue Carole Delaunay, qui à l'époque était pas arbitre de haut niveau, qui elle m'a appelé pour que je l'aide à écrire sa lettre et son CV, ce que j'ai fait avec elle la veille des fermetures des candidatures. Et là je me suis dit, je vais candidater, on sait jamais, c'est peut-être sympa. Et puis finalement voilà, j'ai obtenu le poste et j'en suis ravi parce que voilà, j'adore ce que je fais, je prends beaucoup de plaisir à travers la formation d'une part, mais aussi le terrain. Voilà, c'est les deux missions de mon travail. Ton travail, du coup, tu as le même poste depuis 2005, c'est ça que tu disais? Ouais. Tu sens que ça a évolué un petit peu, la formation, Oui, qu'il y a une vraie évolution. Oui, notamment récemment avec les périodes de Covid. Alors c'est vrai qu'en 2005, on faisait beaucoup d'arbitrage, parce que la fédération comptait sur nous en tant que formateur, mais on a fait beaucoup d'arbitrage. En 2007, je suis devenu arbitre international, et c'est vrai que j'ai fait 3-4 saisons à 90-95 matchs dans la saison. Sachant que les gens oublient souvent, c'est que les arbitres ne jouent jamais à domicile.
Nous, on est toujours à l'extérieur. Je comparais avec mon frère, donc Émeric, qui était joueur de basket, lui pro à Lasvel et à Strasbourg. Lui, une fois sur deux, un week-end sur deux, il jouait à domicile, c'est-à-dire que tu es à la maison, ta famille, tes enfants, ils peuvent venir voir le match. Ah ben nous, jamais. 2 heures avant, Jamais t'as à un domicile. confort. Ouais. Et les gens se rendent pas compte ce que c'est les déplacements. Hein. On voit que le beau côté, même pour les joueurs, hein, on voit que le beau côté des choses. Les déplacements, la solitude, l'éloignement de la famille, le travail en plus. Donc c'est vrai que ça, au début, on a beaucoup arbitré. Et puis ça s'est étalonné un petit peu pour donner plus de place à la formation. Parce qu'on est en lien avec les comités, avec les ligues, pour la formation des arbitres dès la base, quoi. En fait, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est la formation dans le club. Parce que former, alors nous, la fédération, ma partie où je travaille, ça s'appelle le pôle formation de la fédération. Nous, on s'occupe de l'arbitrage depuis la base, le club, jusqu'à la Nationale 2. Ensuite, ce qui est National 1, Pro B, Pro A, c'est le haut niveau qui gère ça. C'est Eddy Viator qui est le responsable de ce service récemment, là, depuis cet été. Donc, eux, ils gèrent ce qu'on appelle le haut niveau, le niveau professionnel, entre guillemets. J'inclus la NM1. Nous, c'est tout ce qui est amateur. Et c'est vrai qu'on s'est repenché pour aider la base, les clubs à trouver des arbitres, mais aussi avoir des arbitres pour leur club, les matchs de U9, de U11, il faut des jeunes arbitres. Et moi, j'ai encore du lien beaucoup avec mon club, j'entraînais encore il y a 2 ans. Et pour moi, ça, c'est important. On en reparlera peut-être aussi, l'arbitre qui doit aussi être en lien avec le basket, parce qu'être que arbitre, ça me va pas trop, mais on en reparlera tout à l'heure. Pour comprendre ce qui se passe sur le terrain, il faut... pour mieux comprendre ce qui se passe, exactement. Et c'est vrai que on s'est appelé à la formation parce que quand j'allais dans des clubs, parce que quand j'allais dans mon club, moi voir un match de U13 ou U11, c'était des jeunes de mon club qui arbitraient, des U15, des U17, mais c'était nul, nul. Et c'est pareil tous les week-ends. Je vais suivre mes fils maintenant, bon ils sont plus grands, mais quand ils avaient 14-15 ans, j'allais dans d'autres clubs. C'était nul l'arbitrage. Donc on siffle tous les contres, on siffle pas les marchés, les sorties ils savent pas. Et je me disais comment un jeune qui joue au basket, qui a 17 ans, qui joue au basket depuis 7, 8, 10 ans, il est pas capable d'arbitrer un match de U11. Et ça c'est vraiment une problématique et on veut aider les clubs pour que des jeunes puissent arbitrer en fait le week-end. On a créé une mallette de formation, on a des stages de formateurs qui sont mis en place en lien avec les ligues, parce que maintenant on a des relais aussi dans chaque ligue avec des arbitres, enfin, pardon, pas des arbitres, des CTO, c'est les conseillers techniques des officiels. C'est un peu comme des CTS, les conseillers techniques sportifs qui gèrent le pôle espoir, la formation des cadres. Mais nous, c'est pour les arbitres. On en a un dans chaque ligue qui sont des vrais relais. Vraiment, depuis qu'ils sont arrivés il y a 2-3 ans, c'est vraiment très, très agréable. Et donc voilà, on a commencé à la formation du club pour aller jusqu'à la Nationale 2. Et c'est vrai que la formation a changé parce qu'au départ, c'était moi, quand j'ai commencé l'arbitrage il y a 20 ans, je sais pas si tu as déjà fait des formations d'arbitrage, je connais beaucoup qui s'y reconnaîtront. Si. On était dans des salles de cours. Moi, quand j'ai passé mon examen départemental, on avait 10 vendredis soirs dans une salle de cours pendant 2 heures pour apprendre le règlement. Et on avait très peu de pratique. Donc, on avait des arbitres en France qui connaissent très bien les règles. D'ailleurs, bien mieux que les joueurs et les entraîneurs, on pourra y revenir, qui connaissent très bien les règles, mais qui sont pas toujours capables de les appliquer parce qu'il leur manque le terrain, l'expérience, le basket. Et moi, je me revois, et je prends toujours cet exemple, pour apprendre la règle du marché, à l'époque, c'était pas des vidéoprojecteurs, c'est ce qu'on appelait des rétroprojecteurs. C'est des feuilles plastiques transparentes. Et ben, pour le marché, le gars qui nous présentait ça avait plusieurs feuilles transparentes et il enlevait les feuilles et on voyait les packs qui bougeaient comme ça. Voilà comment on a appris la règle du marché. Alors, j'adore. Je me dis, mais quelle catastrophe, mon Dieu. Et alors, heureusement, moi, je jouais à côté et j'entraînais déjà quand j'avais 16-17 ans. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Mais pour des gens qui connaissaient qui n'avaient pas des bons entraîneurs dans leur club ou pas de bons formateurs, forcément, c'était une catastrophe après sur le terrain, quoi. Donc la formation, elle a évolué. Quand on est arrivé en 2005, avec notre responsable Pascal d'Horizon, qui était un des meilleurs arbitres au monde, en tout cas le meilleur français et de loin, on a dit on veut que 80% de la formation se passe sur le terrain. C'est-à-dire que la règle du marché, on ne l'apprend pas dans une salle de cours. La règle des fautes, est-ce qu'il y a un passage en force, ça s'apprend en faisant les exercices, en jouant, etc. Et donc, on a tout orienté et développé pour que la formation des arbitres se passe sur le terrain. Donc ça, c'est un gros changement. Ça a été long à mettre en place dans les ligues. Le deuxième gros changement, c'était l'apparition d'une formation uniforme sur le territoire. En fait, chaque département faisait un petit peu ce qu'il voulait. Alors, c'était très bien dans chaque département, sauf que si tu passais l'examen départemental d'arbitre en Vendée, je dis n'importe quoi, c'était facile, mais si tu le passais sur Paris, c'était difficile. Ou si tu le passais en Lorraine, c'était encore différent. Donc là, on a uniformisé ça. Ça a été un gros travail il y a 6-7 ans. Et puis la dernière évolution de la formation, c'est tout ce qui arrive avec le numérique, et notamment le Covid qui nous a fait prendre conscience qu'on pouvait faire des visioconférences, des podcasts, des formations à distance, en e-learning. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Et puis ça s'adapte aussi à la population qui a changé.
Bien sûr. L'arrivée d'un téléphone, ça a été révolutionnaire, quoi. Maintenant, tous les jeunes en ont un. Bon, tu vois bien, à une époque, il y a 25 ans, on n'avait pas ça. C'était complètement différent dans la formation. Aujourd'hui, il faut s'adapter. Il faut que nos jeunes puissent s'y retrouver en formation numérique, mais sans oublier que 80% de la formation doit se faire sur le terrain. Donc, il ne faudrait pas croire qu'on apprend à arbitrer en e-learning, quoi. Donc, on est entre ces deux dans la formation. Aujourd'hui, on essaye de faire la balance. Et c'est assez riche, parce qu'on peut faire... l'avantage de faire du e-learning et d'apprendre... Il y a des règles qu'il faut apprendre pas par cœur, mais qu'il faut apprendre par écrit, quoi. Il y a des choses que tu peux pas faire sur le terrain. La règle, par définition, elle est écrite. L'avantage, c'est qu'ils peuvent le travailler sur leur ordi ou sur leur téléphone. Et après, quand on est en stage, on a plus de temps pour faire de la pratique. Parce que c'est comme un joueur et un entraîneur. Plus on pratique, meilleur on est. Ouais. Et, ça fait écho, ce week-end, il y a eu une conférence de presse avec le coach de Rouen, Jean-Denis Choulet, qui a dit « Ouais, nous, on s'entraîne 4 heures par jour et eux, ils s'entraînent 2 heures par semaine, les arbitres en pro. Il faudrait qu'ils soient professionnels. » Donc, c'est vrai qu'on est d'accord, on voudrait bien que tous les arbitres soient professionnels. Aujourd'hui, c'est un souci économique aussi, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour professionnaliser les arbitres. Mais c'est vrai que plus les arbitres vont pratiquer, mieux ce sera. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que les arbitres, ils doivent soit continuer à jouer, s'ils peuvent pas jouer parce qu'ils arbitrent le week-end, au moins s'entraîner ou entraîner. La vérité du terrain, c'est pas quand on arbitre, c'est dans les clubs, le mercredi soir. Enfin, moi, je prends toujours l'exemple. La vérité, c'est quand tu arrives, t'entraînes des U11 et puis il y en a 2 qui sont en retard. Il y en a un qui saigne du nez à un moment, tu peux plus entraîner. L'autre, elle arrive, elle a pas son short. Enfin, moi, j'entraînais beaucoup le mini basket. C'est ça la vérité du terrain. Et puis mettre en place des exercices et ça marche pas. Et expliquer comment on fait le départ en dribble. Une fois qu'on est capable d'expliquer un départ en dribble à un jeune, comment faut faire, etc. Mais après, arbitrer, c'est super facile. Puisque tu l'as enseigné, tu l'as pratiqué, tu l'as démontré. Et c'est ça c'est ce qu'il nous faut dans l'arbitrage, c'est des gens qui vivent basket, quoi. D'ailleurs, les meilleurs arbitres français dans le basket, que ce soit en National 2, que ce soit en département ou en Pro A, c'est des gens qui vivent basket, qui respirent basket. Et bon, ça, c'est mon cheval de bataille un petit peu dans ça se sent. Formation. Voilà. Ça m'anime vraiment. Mais c'est très bien. C'est super d'avoir des gens passionnés. Et je me retrouve dans ce que tu dis parce que, alors moi j'ai été arbitre à mon niveau, mais quand j'étais petit, dans mon club, il faut des arbitres sur des petits niveaux. Et moi je me suis proposé, tu vois, en disant, moi je veux aider. J'étais là le samedi avec mes copains, on passait la journée. Et je trouve que c'est super formateur et super intéressant parce que ça m'a changé ma perspective de joueur. Parce que tu vois, en fait, c'est un miroir. C'est-à-dire que en étant arbitre, tu vois les comportements. Et parfois, moi, je me suis vu dans le comportement des autres. En disant, mais ok, mais moi, là, à sa place à lui, j'aurais fait comme ça. Mais en fait, quand je suis à sa place à lui, je fais pas comme ça. Donc, voilà, ça te permet de te remettre en place. Et je pense que c'est super important, dans les deux sens, d'avoir que les arbitres aient joué, tu l'as dit, mais dans l'autre sens, que tous les joueurs, tous les gens que tu formes, les petits jeunes, ils prennent parfois le sifflet dans la bouche. C'est ça que je trouve super intéressant dans la démarche que vous avez, c'est d'essayer d'intégrer l'arbitrage à l'entraînement, et à l'entraînement de tout le monde. C'est ça. Ça, c'est une nouvelle méthode aussi qu'on essaie de mettre en place, c'est que dès les U7, je prends vraiment les tout petits, on peut faire de l'arbitrage à l'entraînement. Alors, ça veut pas dire qu'on va les faire arbitre, ça veut pas dire qu'on va apprendre les gestes, parce que on a passé beaucoup de temps aussi dans la formation à apprendre à bien faire les gestes. Enfin, ça me fait toujours rire. Des gens qui disent, regarde, il est bon, lui. Je dis, ouais, il fait des bons gestes. Est-ce qu'il est bon? Ça, c'est autre chose. Moi, je préfère un arbitre qui fait des mauvais gestes, mais qui siffle tout juste, qu'un arbitre qui fait plein d'erreurs, mais qui, par contre, fait des super gestes. Alors, quand on fait les deux, c'est mieux, parce que ça donne de l'assurance à l'arbitre, ça donne aussi une prestance. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'il faut apprendre cette gestuelle, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de bien siffler les contacts, ne pas siffler quand il n'y a pas faute, parce que aujourd'hui, t'as raison quand tu dis qu'on doit arbitrer. J'ai un fils qui a 18 ans et un autre 16 ans, il joue en senior en D3 dans mon club. Je vais les voir il y a le week-end dernier jouer, et c'est 2 jeunes filles du club qui arbitrent, des seniors, des filles seniors, parce qu'il n'y a pas d'arbitre officiel en D3 dans notre département. Ouais. Et j'ai trouvé, elles ont arbitré plutôt bien, avec forcément des erreurs, comme nous, plus que nous, heureusement d'ailleurs. Mais parfois, c'est très très frustrant, parce qu'il suffit que le défenseur il bouge devant et paf, il siffle faute au défenseur, alors que c'est pas ça la règle. Et par contre, j'ai trouvé en effet qu'il y avait beaucoup de respect de la part des joueurs. J'ai félicité tout le monde à la fin, parce que malgré toutes les erreurs, et pas les moindres, ils sont restés super zen, les 2 équipes, quoi. Parce que parfois, tu sais comment c'est en départemental 3 le dimanche matin. Je vois bien. J'ai vu. Et en fait, je me disais, tiens, ces jeunes filles, elles ont eu un peu de formation dans le club, mais en fait, elles sifflaient les choses, des contres. Par exemple, siffler les contres, il y a beaucoup d'arbitres dans les clubs qui sifflent quand c'est contre. Et je me dis, mais si on siffle les contres, moi je vois bien, mes fils maintenant, ils vont plus contre, ils restent droits. Mais on a le droit de contrer dans le basket, quoi. Et je me dis, si dans nos clubs, tous nos jeunes, depuis les U7, ont l'habitude de prendre un sifflet, mais ça peut se faire sur un épervier, un loup. Tu fais un loup, quand c'est touché, tu mets des arbitres. Moi, je fais des cliniques comme ça dans les départements.
Je vais montrer aux entraîneurs de mini-basket qu'on peut faire de l'arbitrage, mais sans faire les règles du basket, avec des jeux. D'abord parce qu'ils ont plus peur, parce que ça fait peur d'arbitrer. Je sais pas, toi, quand tu as commencé à 15-16 ans, il faut que tu ailles arbitrer les U11. Oh, ben, t'as jamais arbitré de ta vie, on te donne un sifflet, déjà tu siffles pas. Moi je vois des gamins de 15-16 ans, le ballon il sort, il ne siffle même pas. Enfin ça c'est la réalité du terrain aujourd'hui. Et je me dis mais comment c'est possible à 15 ans tu siffles pas une touche dans ton sport que tu pratiques depuis 5, 6, 7, 8 ans. Et si on fait des petites formations comme ça régulièrement avec les entraîneurs, parce que c'est fini la formation des arbitres, par les arbitres, qui notent les arbitres, qui observent les arbitres, c'est un truc, ça peut plus marcher. Enfin, ça doit être coopératif. Ouais, il faut travailler avec les entraîneurs. Ce sont les entraîneurs qui sont au quotidien avec les jeunes. Les U11 qui font 2 ou 3 entraînements par semaine, l'entraîneur, il les voit 5, 6, 7 heures, plus le week-end. C'est pas nous, si l'arbitre, il vient le samedi matin, une fois tous les mois, faire un truc, que ça va fonctionner, quoi. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc, il faut en effet, comme tu le dis, intégrer l'arbitrage dans l'entraînement. Il y a des techniques très simples pour le faire. Bon, c'est pas le moment de le faire. Sur YouTube, vous pouvez le retrouver sur le YouTube de la formation FFBB. Vous mettez YouTube FFBB formation, vous trouvez ces thématiques qui sont traitées et qui permettent d'avoir des exemples pour intégrer cet arbitrage dès le plus jeune âge, pour pas que les jeunes ils aient peur, d'une part, mais aussi qu'ils soient compétents. Parce que si on a, tu vois, je vais te donner un autre exemple. Enfin, c'est en lien avec ce que je dis. Les gens me demandent souvent, c'était quoi ton objectif dans l'arbitrage? Moi, mon objectif dans l'arbitrage, c'est que la France, elle soit championne olympique ou championne du monde ou d'Europe. C'est pour ça que je fais ce métier. C'est pas juste pour avoir de l'argent et aller dans des beaux hôtels et prendre l'avion. Moi, je fais ça. Et si je fais de la formation, c'est parce que je veux que les U9, les U11, les U13, ils soient bien arbitrés. Parce que les meilleurs joueurs de U13, s'ils sont mal arbitrés, ils vont moins bien défendre, ils vont plus contrer. Je prends l'exemple de tout à l'heure. Ils vont mettre leurs mains en défense alors qu'il faut plus les mettre. Et après, quand ils vont en sélection départementale, eh bien, ils sont arbitrés différemment et ils s'y retrouvent plus. Donc, il faut qu'on ait une cohérence dans l'arbitrage pour que nos meilleurs joueurs ils puissent progresser dans des bonnes conditions et qu'on les emmène vers l'équipe de France U15, U20, U machin, etc. Et qu'on soit champion d'Europe un jour. Et c'est notre responsabilité aussi arbitre, comme les entraîneurs en U13, en U11. Ils n'ont pas cette dimension toujours, mais ils veulent gagner le championnat U11 départemental 3, tu sais, vraiment, tout le monde connaît ça. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de faire de la formation pour aller vers une meilleure équipe de France, quoi. Voilà. Ouais, et puis cette cohérence, c'est des résultats qui viennent d'organisations que tu dois faire d'en haut. Et du coup, ça amène à une question que j'avais, c'est que toute cette réflexion que vous avez eue, vous l'avez eue en France, j'imagine, bien sûr. Mais est-ce que vous êtes allé voir dans d'autres pays comment ils travaillaient? Je vais te répondre non, et pas assez. On a eu que des échos sur la formation des arbitres, mais on s'est pas déplacé. Et je pense qu'un jour, ça va être une nouvelle chose à faire, mais on a beaucoup de travail. Tu sais, on est que 5 salariés à la fédération, enfin 4 maintenant. 4 salariés à la formation, et on a plein de projets en tête. Et ça, moi, ça en fait partie. Allez voir en Lituanie comment ils font. Les coachs le font. Ils ont des voyages. C'est pour ça que je te pose la question, parce que je sais que les coachs, ils font souvent ça. Ouais, alors, il y a des coachs, quand ils sont au chômage, ils vont voir comment ça se passe ailleurs, mais il y a aussi à la fédération des CTS qui sont allés passer 5-6 jours en Lituanie, 5-6 jours en Espagne, pour voir comment le basket est pratiqué, est enseigné. Et nous, il faudrait qu'on le fasse aussi au niveau de l'arbitrage. Je vais quand même dire que notre arbitrage français, on le voit au niveau européen, on avait Eddie Viator qui était au plus haut niveau, on a Johan Rosso qui est sur les finales de championnat du monde, Jeux Olympiques, on a Mehdi Difala qui fait les Final Four d'Euroleague depuis 2 ans. Enfin voilà, l'arbitrage français, il n'est pas mauvais. On a des filles qui font aussi des très bons résultats sur l'arbitrage féminin. Donc l'arbitrage français est pas mauvais et surtout est bien organisé en France. On est le seul pays en Europe à avoir autant d'arbitres. On a 10 000 arbitres. On est le seul pays à avoir ça en Europe. On a des commissions d'arbitres dans tous les départements. C'est énorme. Il y a des pays où il y a une commission nationale, point barre. Hein. Donc, on est pas mal organisé. Mais j'aimerais, moi, te voir, comme tu le dis, aller voir comment ils travaillent avec les joueurs, avec les entraîneurs. Peut-être que c'est bien ce qu'on fait, peut-être que c'est pas suffisant, peut-être qu'on va choper des idées pour améliorer notre formation. Parce que c'est super important. Ouais, mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que effectivement, tu vois, je suis sûr que les arbitres façonnent le comportement des joueurs d'une manière ou d'une autre. Enfin, c'est obligé. Quand tu vois des pays jouer, les Espagnols par exemple, qui ont une façon de jouer où il se passe la balle beaucoup, il y a beaucoup de coupes, etc. Les Italiens qui jouent différemment, les Lituaniens, et je suis persuadé qu'il y a une façon d'arbitrer différente qui façonne ces joueurs d'une certaine façon. Et par contre, j'ai pas la réponse. Je sais pas pourquoi. Non, mais je te coupe 2 secondes parce que tu parles de l'Espagne et dans tous mes déplacements que je fais dans les comités avec les entraîneurs, je leur parle de l'Espagne. Ouais. Tu sais, quand on tient le ballon, là, on appelle souvent, on siffle entre deux. C'est pas entre deux qu'on siffle. On siffle, la vraie règle, c'est ballon tenu. On dit l'entre deux, c'est quand on lance le ballon. On dit, vulgairement, on siffle entre deux. Mais il y a une règle pour ça. Et quand je vais dans des stages, je dis aux entraîneurs, allez, première question, juste pour vous embêter, au bout de combien de temps faut siffler entre deux? Alors, il y a un tiers qui répond pas déjà. Ils se disent, oh là là, j'ai peur. Il y a un tiers qui dit au bout de 3 secondes. Il
ou un quart qui dit au bout de 3 secondes, un quart qui dit au bout de 5 secondes, puis un autre qui dit quand le ballon est plus jouable. Ouais, quand on pense que c'est bon. Et là, je leur dis, vous vous rendez compte, moi, quand je vais voir des matchs de petits, c'est dès que les gamins tiennent le ballon, on siffle. On perdra toujours contre l'Espagne si on fait ça. Si en 1-9, on siffle toujours, on perdra toujours contre l'Espagne. La règle, c'est quand le ballon, il est plus jouable. Allez, je vais le dire comme ça. Et quand le ballon est plus jouable, ça veut dire qu'il tire, il commence à mettre les coudes, il tombe. Là, on siffle. Mais si dès qu'il tire un petit peu, on siffle, on ne développe pas l'agressivité chez les enfants. Et on perdra toujours contre l'Espagne. Tu as pris un bon exemple. En Espagne, ils ne sifflent pas ça. Et on l'a vu sur les équipes de France. Moi, j'ai accompagné pas mal l'équipe de France U16, U18, U20. Les Espagnols, ils ont les genoux en sang. Ils se jettent par terre. Nous, non, pas trop. Faudrait pas déchirer nos chaussettes Nike et nos leggings et nos manchons et tous les trucs. Mais voilà. Et l'arbitrage, il a un lien là-dedans. Et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre le jeu, d'arbitrer dans l'esprit du jeu et pas que avec la règle. Mais ça m'intéresse. Et à l'inverse, Hugo, il faut que les entraîneurs connaissent la règle. Alors, parce que j'allais y aller justement. Si je prends le cas de l'entre-deux, si au bout de 2, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, l'arbitre ne siffle toujours pas, mais tout le monde crie en fait. Le coach fait entre-deux, les parents, les joueurs. Et c'est pour ça qu'il faut que tout le monde travaille ensemble. Si les entraîneurs connaissent pas les règles, ni les joueurs, mais surtout les entraîneurs, on n'y arrivera pas. Parce que t'es l'arbitre, t'es le méchant qui vient sanctionner, qui connaît pas, etc. Et il y a plein d'entraîneurs, même au plus haut niveau. Je suis allé voir un match de National 1 vendredi soir, et en repartant, l'entraîneur me chope, il me dit mais pourquoi là il a pas sifflé le ballon Alors je lui explique la règle. Je vais pas citer ce qu'ils vont se reconnaître, mais comment tu peux ne pas connaître ça? Je lui ai dit comment tu peux pas connaître ça en tant que coach de National 1, quoi. Il y a des règles dans ma tête. Je me disais mais tu dois connaître cette règle, c'est obligé. Et c'était un joueur qui avait glissé avec le ballon pour les 24 secondes, tu sais, il avait chopé l'interception et il glisse sur le dos avec le ballon et après il sort. Mais il a contrôlé le ballon, donc on redonne 24 secondes à l'autre équipe. Et le coach, il gueulait, et je disais, mais non, mais à ce niveau-là, tu dois connaître en National 1 cette règle. Parce que quand il gueule, les gens pensent qu'il a raison, tous les supporters, ils pensent que c'est le coach qui a raison. Donc l'arbitre passe pour le méchant. Et tous les jeunes qui sont là, le week-end d'après, quand il va arbitrer, ils vont faire comme le coach, il a dit. Et c'est comme ça que le basket, les règles sont mal transmises, quoi. C'est un peu le Uno, tu sais, le Uno. Chacun, quand tu joues avec eux, tu as des règles. Quand tu vas ailleurs, c'est un petit peu différent. Nous, c'est un petit peu ça, de temps en temps. Alors que... Je m'excuse 2 secondes, je vais fermer un petit peu la fenêtre pour que ça enlève. Ça va gêner les gens. Vas-y. Hop, excuse-moi. Avec la lumière, ça va gêner les gens qui nous regardent. Voilà, c'était mieux comme ça. Nos internautes. Ouais. Mais c'est... Tu vois, dans l'interprétation de la règle, alors moi, il y a 2 sujets que je trouve compliqués. C'est un, il faut connaître la règle. Alors ça, c'est vrai que déjà, c'est compliqué, parce que déjà, il y a un nombre de règles important. Et puis 2, il y a les évolutions des règles, qui sont parfois difficiles, parce que tu as des gens qui, voilà, ils s'étudient les règles, ils font bien leur travail, et puis ensuite, il y en a qui évoluent, il faut les suivre, et c'est pas toujours facile de s'y retrouver, même des entraîneurs pros, parfois... même les arbitres. Oui, mais parce que il faut connaître la règle, c'est difficile. Le basket, c'est le sport collectif qui a le plus de règles. Moi, j'ai la chance d'encadrer des stages de basket où sur le même site, on avait des stages de basket, de hand, de volley et de rugby. Et football, je sais plus, rugby peut-être bien. Eux, ils ont des bouquins épais comme ça, nous, il est épais comme ça, quoi. Et puis non seulement on a le bouquin, mais on rajoute des interprétations. Donc tu as raison, c'est ce qu'on appelle les évolutions des règles. C'est-à-dire qu'il y a la règle, et puis tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans, on change des petites choses, mais qui ont une influence. On change le pas zéro, on change... ça, c'est des règles plus importantes, mais il faut se mettre à jour. Alors, connaître les règles, c'est compliqué. Et puis, des fois, on dit, il faut lire le règlement. Mais c'est imbuvable. Je veux dire, un entraîneur qui lit ça, c'est super compliqué. Et justement, c'est ce que je veux pas faire avec les entraîneurs. Si tu leur dis, lis le règlement, ils vont lire 30 pages et ils en auront marre. Et c'est pas de la formation. Donc, il faut que nos entraîneurs, ils suivent des formations d'arbitre club. Il y en a sur e-learning, des arbitres. Moi, j'ai tous les entraîneurs de mon club, pendant le Covid, le club les a obligés à se faire la formation e-learning d'arbitre club. Carrément, il y en a plein qui m'ont écrit « Ah, mais ça, je comprends pas. » Mais ça a été super riche. Et ils ont adoré parce qu'ils ont appris des choses. Parce que sur des règles simples comme la sortie, il y a plein d'entraîneurs en National 3 qui ne connaissent pas bien la règle de la sortie. La règle du contre avec le ballon sur la planche, pas la planche, à toucher le cercle, pas toucher le cercle, on a le droit de chasser, on a le droit de taper la planche. Et en pro, ils connaissent même pas. Je t'assure, en pro, ils connaissent pas. Ah, ça m'étonne pas. Il faudrait qu'on ait du temps pour leur expliquer ces règles, des échanges entre arbitres, entraîneurs. Alors, peut-être au cours d'une soirée avec un petit verre, un petit repas, et pourquoi pas échanger sur des règles, présenter des règles. Parce que quand je vais être en début de saison, les arbitres de Pro, enfin je dis Pro, Betclic, Elite, on va dans les clubs de Pro. Ouais. Alors ça s'est pas fait avec le Covid là depuis 2 ans, mais on allait tous les ans dans les clubs pendant 1h30 présenter aux joueurs les nouvelles, comme tu dis, les nouvelles règles ou orientations.
Mais ça durait une demi-heure. Et je te jure, pendant une heure, il y avait un débat avec les joueurs. Nous, on allait sur le terrain et on montrait ce qu'on avait le droit de faire avec le coude, pas le coude, etc., etc. Et c'était super riche. Et là, ils se disaient, ah ouais, mais je comprends mieux pourquoi on m'a sifflé ça. L'antisportive, ça n'est pas simple. Sacré Plus sujet, ça va, plus on l'antisportif. rajoute des critères. Et aujourd'hui, les gens ne comprennent plus. Et les arbitres, pas très bien. Alors oui, en Pro A, oui, en Pro B, en NMA, puis plus on descend, moins elle est bien appliquée, quoi. Et en départemental 2, 3, les gens, ils comprennent plus ce que c'est l'antisportif. Et en plus, je pense qu'ils ne le comprennent plus aussi parce qu'il y a un autre acteur dont tu n'as pas parlé, mais qui je pense c'est important, c'est les commentateurs, les journalistes qui sont à la télé, parce que souvent les gens ils regardent les matchs, et donc quand eux connaissent pas forcément la règle, Oui, du coup ils la retransmettent mal, oui, et ils touchent beaucoup plus de monde que ce que toi tu vas pouvoir toucher en formant, c'est quoi. vrai. Et tu connais l'excellent Fabrice Canet, certainement, qui est Bien sûr. arbitre, excellent arbitre de Betclic Elite et aussi directeur du service communication de la fédération, hein, qui est attaché de presse de l'équipe de France. Il a créé pendant plusieurs saisons des matinées de formation avec les médias. Et il y avait du monde qui venait et c'était super intéressant parce qu'en effet, on pouvait leur présenter les nouvelles règles, etc. Alors ça s'est pas fait encore depuis quelques saisons, mais c'est vrai que parfois, moi ça me pique dans mon siège, quoi. D'ailleurs, souvent j'envoie des textos aux commentateurs, ils savent pas attaquer en direct, j'envoie et ils disent la bonne règle et au moins c'est de la formation, quoi. C'est de la pédagogie auprès du téléspectateur qui déjà comprend. C'est pas facile de voir à la télé. Les gens qui sont pas basketteurs, il n'y a pas grand monde qui regarde le basket à la télé parce que c'est compliqué à regarder. On met une main, c'est faute. Après, on voit que l'autre il pousse, il n'y a pas faute. Sur un rebond, on va dire au rebond, on a le droit de tenir, mais dès qu'on pose une main sur le dribbleur, c'est faute. C'est compliqué le basket. La dernière minute, elle dure 25 minutes. Ils en ont ras-le-bol, les gens, ils arrêtent. Non, mais c'est vrai. Et c'est pour ça que tu as raison. Les commentateurs, ils doivent donner les bonnes règles. C'est pas facile pour eux, mais on devrait leur faire une petite formation pour se remettre à niveau. C'est tout ça, mais tout ça, comme tu dis, c'est de la formation et tout le monde doit être dans le même sens. C'est pas facile, c'est dur. Aujourd'hui, même si c'est de mieux en mieux, je le vois vraiment dans les départements et les ligues, il y a quand même les entraîneurs qui travaillent d'un côté ensemble sur la formation du joueur, et puis de l'autre côté, les arbitres qui travaillent sur la formation de l'arbitre. Et il y a des liens. Alors souvent on dit, on a fait venir un arbitre pendant 1 heure au stage. Ouais, bon, ça c'est pour faire bien, tu vois. Et puis les arbitres disent, on a fait intervenir le CTS sur une séance. C'est pas suffisant. On avait lancé il y a quelques années, avec une quinzaine de comités, une formation commune entre les arbitres et les entraîneurs. C'était venu d'Auvergne, c'est Jean-Marie Deganis qui avait lancé ça en Auvergne, c'était fait en Vendée également. C'est-à-dire qu'on passe la formation d'arbitre et la formation d'entraîneur, on fait tout, et à la fin tu ressors avec les 2 diplômes, ou alors tu en choisis qu'un, mais tant qu'à faire, autant passer les 2 diplômes. Ouais. Et les arbitres apprennent à entraîner, les entraîneurs apprennent à arbitrer, il y a un vrai échange qui se crée, et puis aussi, on n'en a pas parlé encore, c'est dans la communication entre eux. Si on fait notre formation Hugo ensemble pendant une semaine avec le soir on boit un verre ensemble et tout, on s'apprécie, on joue ensemble au basket. Si je t'arbitre 2 mois après, tu vas pas crier waouh mais l'arbitre t'es nul. Là tu vas dire hey Johan hey. Et moi je dis Hugo doucement. Ça change comme dans une relation. Comme dans ça une relation d'entreprise que tu as avec un client, c'est presque ça. Ouais, c'est presque ça. Et après, on se parle différemment. Donc, cette formation commune entraîneur-arbitre, elle n'est pas à l'ordre du jour, mais elle a existé. Et je pense que c'était un super truc. C'est ce qui se faisait en Italie depuis très longtemps, que nous, on parlait tout à l'heure des pays en Italie, ils font ça beaucoup. Je ne sais pas s'ils font encore, mais en tout cas, il y a 10 ans, ils faisaient ça. La même formation pour les entraîneurs et les arbitres. Tu sors avec le diplôme d'entraîneur et le diplôme d'arbitre. Et ça a du sens, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et puis, ça permet de mieux gérer des situations compliquées. Alors, tu vois, j'ai pris un exemple que j'ai vu ce week-end et je me suis dit, mais en même temps, c'est super difficile. Hein. Il y a une situation sur un match où on commence l'action et en fait, à la table, ils ont mis 14 secondes au lieu de 24 secondes. Pam, 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 les gens ils jouent, tac, il y a sorti. Tout le monde relève la tête, parce qu'on ne regarde pas forcément tout le temps le chrono. Il reste 2 secondes. Mais le joueur vient de monter la balle, c'est pas possible. Et là, tout le monde est dans une situation de... Donc il y en a qui crient. Et en fait, c'est super difficile de gérer ce genre de situation où il se passe quelque chose qui n'est pas marqué, ou qu'on n'a jamais rencontré. Une situation, et en plus, en tant qu'arbitre, ça doit être super difficile. Il se passe un truc. Tu vois qu'il y a un truc qui est bizarre, tu sais pas comment l'interpréter, comment je réagis. En plus, quelque chose qui est super difficile en tant qu'arbitre, en plus, c'est qu'il faut réagir là, comme ça, là, maintenant. Voilà, prendre la décision vite. Et quand tu as une relation avec les entraîneurs, c'est plus facile d'aller se poser, prendre le temps, d'aller discuter. Et je trouve que c'est quelque chose qui a évolué aussi, ce côté on s'arrête pour en discuter, pour prendre le temps de faire les choses. Voilà la situation précise que tu donnes. C'est écrit dans le règlement comment on doit faire pour rajouter du temps ou en enlever si nécessaire. Alors, tout le monde ne connaît pas bien la règle, donc c'est pas évident. Mais où tu as raison, c'est qu'on est dans l'immédiateté.
Les arbitres se mettent aussi une pression parce qu'on veut faire très très vite, alors qu'on peut prendre le temps de faire les choses, comme tu dis, de se poser pour dire oh là, là il y a un truc, ça nous est jamais arrivé. Comment on fait quoi? Comment on fait? Viens voir collègue, on va en discuter. On sait pas trop, on va aller voir la table. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne sait trop. Bon, tu vois, on peut prendre le temps, mais on a peur souvent parce que ça crie un peu de partout. On a peur de faire mal. On va vite. Donc il y a quand même dans le basket quelque chose dans l'immédiateté de la décision. Même sur le terrain, au foot, tu peux attendre un petit peu de voir comment ça va évoluer. Je reviens en arrière, 4 secondes en arrière, il y a eu ça, quoi. Nous, au basket, on peut pas attendre 4 secondes. On peut laisser de temps en temps jouer un petit peu pour voir, hop, il siffler, mais pas 4 secondes, c'est impossible. Donc c'est vrai que ça, c'est un point important, la rapidité, mais si tu as des bonnes relations avec les acteurs, les gens vont accepter que tu te poses. Des fois, je vois des matchs, dans un match de Betclic Elite, les arbitres se trompent entre 10-12 fois en tout sur le match. Tu vois, quand on fait notre analyse vidéo du match, on trouve une douzaine d'erreurs, dizaine d'erreurs. Pour les trois, hein, pas chacun. Hein. Je préfère dire ça. J'avais compris. Une dizaine d'erreurs, douzaine d'erreurs. En Pro B, il y en a deux de plus. En NM1, on est plutôt autour de 15 erreurs. En NM2, une vingtaine d'erreurs. Donc en département, on est à 30 erreurs par match, sans souci. Enfin, je veux dire, les arbitres, moi je prends une vidéo de département, je vais trouver 30 erreurs. Mais des fois, je vois des matchs où, par exemple, National 1, là, je vais voir un match de National 1, ils vont faire une douzaine, quinzaine d'erreurs, les arbitres. Mais pas une fois, j'ai vu l'arbitre dire « Ah oui, c'est vrai, excusez-moi ». C'est-à-dire quand le coach, il gueule, des fois, il gueule pour rien, mais des fois, il gueule, il a raison, parce qu'on va faire 12 erreurs, 15 erreurs. Et si l'arbitre ne reconnaît jamais en disant « C'est vrai, là, j'aurais peut-être dû laisser jouer, ou je n'aurais peut-être pas dû siffler, ou t'as raison, je me suis trompé », ça apaise tout le monde. Et je vois pas assez les arbitres. Je dis pas qu'il faut reconnaître son erreur à chaque fois, parce que parfois, le coach, il a tort. Mais sur 12-15 erreurs qu'on va faire, le coach, il a forcément raison à un moment. Enfin, je veux dire, il se trompe pas 15 fois, lui non plus. Donc, je pense que plus on va être apaisé, et j'ai vu un arbitre, justement, qui est super apaisé, qui est là, cool. Mais je trouve que ça amène d'abord du calme à la rencontre. Et moi, je vois des rencontres, là, cette rencontre nationale qui s'est bien passée globalement, parce que les arbitres ont su s'apaiser un petit peu, et ça apaise tout le monde. Quand on voit des arbitres trop directifs, qui veulent pas discuter, où il y a des fautes techniques à tout va, peut-être lancées trop vite, trop rapidement, ça excite tout le monde, puis ça se passe mal, quoi. Ça se passe mal. Ce que j'admire le plus chez un arbitre, c'est la capacité à tranquilliser un match. Parce qu'un même match, arbitré par un arbitre ou un autre, peut dégénérer ou pas. Ouais. Et alors, ça ne veut pas dire que parce que ça dégénère, ça a été mal arbitré. Non, pas du tout. Ça peut arriver. Mais quand un arbitre contrôle le match, tu vois, tranquillise tout le monde, etc., souvent, ça ne dégénère pas alors que ça aurait pu dégénérer. Et ça, je trouve ça, c'est pas une qualité en plus, c'est plein de choses qui font que tu peux faire ça. Ça, j'admire vraiment. Et c'est très, très... Enfin, et ça doit être... je ne suis pas arrivé au niveau pour, mais ça doit être super, super dur à faire. Là, tu arrives sur la deuxième facette de l'arbitre. Il y a une première chose, il faut connaître les règles et arbitrer le basket. Ça, c'est j'allais dire, c'est ce qui est technique. Ouais. Et après, tu as tout ce qui est gestion. C'est comme un joueur, hein. Il a la technique, il a la tactique, mais à un moment, il faut le meneur, par exemple, il doit gérer, il doit savoir qu'à un moment, il faut ralentir, qu'il faut accélérer. Ça, c'est tout ce qui est la gestion. Et dans l'arbitrage, il y a ça, il y a la partie technique, technique, comprendre le basket, ce que font les joueurs, etc. Et la deuxième partie, ce qui est tout ce qui est autour du contrôle de la rencontre, de la gestion des acteurs. Ça, c'est une deuxième chose. Et c'est super dur. T'as raison, c'est plus dur. Je veux dire, c'est quoi la différence entre Mehdi Difala, qui fait le Final Four d'Euroleague, et Intel, qui est en National 2 le nombre d'erreurs, il est meilleur quand même, mais pas tant que ça, la différence, elle n'est pas si énorme. Par contre, dans le contrôle de la rencontre, dans la gestion, dans la façon de parler au coach, dans la façon de dire un petit mot aux joueurs, c'est ça la différence. Alors, ça vient avec l'expérience, ça vient avec des compétences d'écoute, des compétences de management, des compétences de gestion des conflits. Et puis, tu as dit quand un match part en sucette, c'est pas toujours de la faute de l'arbitre, mais si l'arbitre, dès le début, ça commence à monter, il arrive à calmer les gens, ça va s'apaiser. Et souvent, ce que manque l'arbitre, c'est le coup qui a été donné qu'il n'a pas vu, qui déclenche le bazar, ou ça parle trop, et puis comme il contrôle plus, ça monte, et puis ça part en sucette. Et ça, c'est très très dur. Ça vient avec l'expérience. Hein. Si on arbitre qu'un match tous les 3 semaines, on ne l'aura pas. Si on arbitre tous les week-ends, l'expérience va venir, quoi. Et il y a un truc qui a changé. Je suis content que tu dises que tu as trouvé que ça s'était amélioré un petit peu en France, j'allais dire de ce que tu as vu. Ouais. Parce qu'avant, tout ce qui était... tu sais, quand on est en stage, on fait donc des séances techniques. On faisait des séances aussi sur justement contrôle de la rencontre, maîtrise du match, etc. Et ça, on commençait souvent en National 3, National 2. Voilà.
Alors qu'à un moment, on s'est dit, mais c'est complètement ridicule. C'est Bruno Vautier, qui est le responsable de la formation des arbitres à la fédération, qui est mon chef de service, qui a dit, mais pourquoi on fait ça en National 3, National 2, puis après Pro? Où il y a le plus de conflits, c'est où? C'est en D3, en D1, en R3, quoi. C'est là qu'il y a le plus à gérer. Nous, gérer les mecs en Pro A, c'est pas très compliqué. Ils sont pros. De temps en temps, faut se dire stop. De temps en temps, faut en virer un. Mais je veux dire, t'as eu le nombre voilà, il y a des matchs où il n'y a aucune technique en départemental 3. C'est là que c'est dur. Et il faut qu'on aide les arbitres qui commencent, parce qu'aujourd'hui, les arbitres commencent, ils ont 15 ans, ils ont 16 ans. Et on leur donne les outils pour gérer des ça, matchs de D1, de R3, des mecs qui ont 30 ans, 40 ans, tu sais, qui sont là, sur le bord du terrain. C'est vrai, c'est la réalité, quoi. Des gamins qui ont 16 ans qui vont arbitrer des seniors qui ont 35 ans. C'est super dur, d'abord parce qu'ils n'ont pas les compétences, faut être clair. Et puis aussi parce que les autres leur mettent une pression. Enfin bon. Donc on s'est dit, dès le département maintenant, quand on commence à passer l'examen départemental d'arbitre, il faut leur donner aussi ces outils pour les aider, parce qu'ils savent pas faire, ils ont peur, les arbitres. Enfin, tu sais, tu as 16 ans, tu vas dans un club, tu connais personne, le coach il a 40 ans ou 50 ans, et là il commence à te crier dessus. Alors soit tu mets tout de suite faute technique parce que tu as peur, alors ça pourrait être une règle, dire, en France, c'est ce qui se passe dans le rugby, dès qu'un mec qui gueule, voilà. Nous on pourrait dire, dès qu'un gars qui gueule en département, c'est faute technique, ils arrêteraient, mais bon, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas la politique aujourd'hui. Donc il a peur, donc soit il met footing, soit il dit rien, soit il se cache parce qu'il se dit oh là là, je me fais crier dessus, et le public qui s'en mêle. Et tous les arbitres départementaux de 15-16 ans, ils ont tous pleuré à la fin d'un match, tous, parce que c'était super dur, parce que ils rentrent ils sont tout seuls avec leur scooter, ou quelqu'un du club qui les emmène, ils rentrent dans la voiture, tout relâche, parce qu'à la fin du match on les accueille pas, ils vont au bar chercher leur chèque, ou tu vois, prendre un verre, et là t'entends des réflexions des gens qui sont au bar, c'est super dur. Donc on s'est dit, il faut que dès qu'ils commencent à arbitrer, on leur donne cet outil de gestion. Alors on fait des choses simples, écouter celui qui réclame, l'écouter déjà, pas se fermer, écouter. S'il va trop loin, lui dire stop. S'il comprend pas, le sanctionner. Enfin, il y a différentes étapes. Ou s'il crie tout de suite, sanctionner de suite. Être capable de reconnaître son erreur. C'est des choses qu'on commence à travailler dans les départements. Et c'est important, tu as raison. Ouais, dans la relation, c'est super compliqué. On n'a pas parlé du statut de la haine qui peut être rejetée, qui n'est pas inhérente à la personne. C'est souvent. Mais tu as dit un truc intéressant. On explique ça aussi aux arbitres. On leur dit quand vous êtes critiqué, c'est pas l'homme qui est critiqué. Moi, quand on me dit l'arbitre, t'es vraiment qu'un nul. C'est pas moi, Johan, s'il me voyait à la maison, il me trouverait peut-être pas nul, il me dirait, mais il me trouverait peut-être même sympa, je sais pas, peut-être. Ouais. Mais quand il me voit en arbitre, il m'aime pas parce que je décide, parce que je juge, parce que je fais des erreurs, parce que c'est contre, et parce que je suis plus objectif qu'un supporter, forcément. Et ça, c'est compliqué. On fait aussi des interventions avec les clubs de supporters, c'est pour que les gens commencent à comprendre les choses. Ça, c'est donc il y a beaucoup de frustration, et puis l'arbitre, c'est celui qui juge. Dans la vie de tous les jours, quand on va à un jugement, on fait appel après. Je veux dire, il y a toujours quelqu'un qui réclame encore un petit peu plus. Le basket, c'est un sport qui va vite. C'est un sport où les règles sont compliquées, où il y a beaucoup d'émotions. Toi, un terrain de foot, 22 joueurs sur 100 mètres de long. Nous, 10 joueurs sur 25 mètres, tous serrés avec le public qui est très proche dans un truc fermé où les gens sont à 2 mètres du terrain avec des fanfares, du bruit, même en département, ça crie, il y en a qui ont une petite trompette. Il y a beaucoup d'émotions dans le basket. Il y a un panier toutes les 40 secondes. Donc, ça crie d'un côté et ça repart de l'autre. Et l'arbitre, il doit décider plein de choses dans tout ce contexte. C'est très difficile. Des fois, je prends l'exemple avec dans des conférences ou quoi, enfin des cliniques. Je dis, est-ce que vous connaissez un métier? Donc, je prends le métier de l'arbitre. Est-ce que vous connaissez un métier où pendant 40 minutes, il faut prendre une décision toutes les 2-3 secondes? C'est ça, nous. Je siffle pas, je dois regarder là. Mais il y en a pas. Même le président de la République, il peut prendre une décision tous les 3 secondes. Alors, on m'a dit une fois le chirurgien. Bon, c'est vrai, quand c'est ouvert, faut pas trop tergiverser. Faut décider assez vite. C'est vrai. Donc, mais c'est vrai que le métier d'arbitre, c'est ça. Coach, c'est un peu ça. Tu sais, tu regardes, paf, faut faire un changement, paf, il faut annoncer un système. Mais c'est moins on l'a parlé d'immédiateté que l'arbitre. L'arbitre, il est tout le temps, il faut que je me déplace là pour mieux voir. Ouais, mais si je me mets là, je vais louper ça là-bas. Oh, il y a un écran là, paf, le ballon, il est là. C'est hyper dur. C'est pour ça qu'on est 3, nous, en pro, parce qu'on n'était pas capable à 2 de tout voir à un moment. C'est impossible. Département, moi, je pense surtout au département, c'est très, très dur. Et la fonction d'arbitre, elle n'est pas facile. Les gens, ils me demandent des fois, quand j'étais international, c'est pas trop dur, arbitre international? Alors, je faisais ça avec humour, je disais non, tu sais, je prends l'avion à Nantes, j'arrive à Athènes, on vient me chercher avec une petite pancarte Johan Janot, on m'emmène au plus bel hôtel, on va au meilleur restaurant, le lendemain, je vais au buffet continental, le matin, hop, j'ai le temps de me promener dans la ville, prendre un petit café et visiter, sieste l'après-midi, match le soir, le lendemain, on retourne, on prend l'avion.
Et ça, c'est hyper facile. Le mec qui arrive à 17 ans en départemental 1, au fin fond d'un département, là, dans un petit traquenard, tu vois, il arrive. Il y a quelques années dans mon club, il y avait un arbitre qui a fait son premier match. On m'a dit, est-ce que tu peux arbitrer son premier match avec lui? Je suis allé dans un petit club vendéen. Alors j'arrive, je peux avoir la clé du vestiaire, s'il vous plaît. Ah bah il n'y a pas de clé, monsieur, il n'y a pas de clé dans notre vestiaire. Il ne connaissait pas, enfin, bon, ok, pas de clé. On peut avoir une bouteille d'eau. Bon, le gars, il vide la bouteille de coca, il la rince et il te donne ta bouteille d'eau. 3 minutes avant, il n'y a personne à la table de marque, ils sont en train de finir leur rosé, tu fais, à un moment, le terrain glisse, tu demandes la serpillière, ben non, moi, acheté la serpillière, j'ai serpillé. Enfin, tu vois, c'est ça la réalité. C'est dur, tu finis le match, il faut aller au bar, chercher ton chèque. Enfin, bon, la plupart maintenant, on ne va plus chercher le chèque, c'est par virement, mais moi, c'est ça qui est dur à arbitrer. C'est tout ce contexte. Il faut qu'on les protège, nos arbitres. Et les clubs et les entraîneurs, ils ont un rôle à jouer là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait par exemple, moi, Hugo, tu es dans un club, je dis, qu'est-ce qu'on fait dans ton club pour les arbitres? Déjà, les arbitres du club, mais qu'est-ce qu'on fait pour les arbitres qui viennent de l'extérieur? Qu'est-ce que vous faites pour eux? Comment vous les accueillez? Comment dans mon club on accueille les arbitres? Est-ce qu'on attend qu'ils viennent ou on les voit arriver, on va vers eux, on leur présente le vestiaire, comment ça marche ça? Parce que c'est hyper important comment on accueille l'arbitre, qui se sente, et puis ça donne une bonne image du club, tu vois, parce que c'est dur, c'est pas facile. Par contre, à l'inverse, tous les jeunes qui font de l'arbitrage à 16-17 ans, ils développent d'autres compétences que le sport, en fait. La prise de décision. Tu sais, à l'école, moi j'étais instit, je me rappelle, à l'école, quand est-ce qu'au collège, tu décides? Quand est-ce que tu dois argumenter les choses? Tu fais ce qu'on te dit. Tu subis souvent. Tu subis. Tu fais ce qu'on te dit, tu fais les exercices, tu réponds, tu dis vert, rouge, machin. L'arbitrage, il faut décider. On a dit, toutes les 2, 3, 4, 5 secondes, il faut décider. Il faut être capable d'argumenter, parce qu'on te demande pourquoi tu as sifflé faute, pourquoi, voilà. Il faut être capable de manager les gens, le match. Il faut être capable de se remettre en question. Tu vois, c'est un métier, l'arbitrage, ils sont observés, les arbitres, de temps en temps. Il y a quelqu'un qui va leur mettre une note. Mais quand est-ce que les coachs, le président, il va leur mettre une note? Jamais. Même en National 1, même en Pro B. Il y a un manager sportif, mais quand est-ce qu'ils sont remis en cause? Tu vois, le coach de NM3, qui c'est qui vient le lundi, qui dit, bon, maintenant, on va faire débrief du match. Pourquoi tu as fait ce changement? Vas-y. Pourquoi tu es passé en zone? Pourquoi? Personne. L'arbitrage, il est là-dedans. Donc, l'arbitre, il est habitué à recevoir des critiques. Quand je dis critiques, c'est positif et négatif, mais être observé, évalué. C'est vachement dur quand tu es jeune de recevoir tout ça. Et c'est une vraie école. Dire ça va les aider. Combien de jeunes m'ont dit, quand je marque dans mon CV, en bas, tu sais, dans les passions, plutôt de marquer j'aime le cinéma, le sport et la musique, comme tout le monde écrit, de marquer je suis arbitre de basket. Ça, dans tous les entretiens d'embauche ou d'école, il dit attends, t'es arbitre, mais c'est quoi arbitre? Je vais arbitrer des seniors à 20-30. Mais tu y vas tout seul? Ouais, je me débrouille, mais ouais. Et ça plaît, quoi. Tu vois, aux recruteurs dans les écoles. Et comme coacher, celui qui coach à 15-16 ans, quand il marque dans son CV je suis entraîneur de basket, c'est quelqu'un qui sait manager une équipe, prendre des décisions, être responsable. C'est vachement important, quoi. Et l'arbitrage, c'est ça qui est chouette aussi. C'est tout ce côté en dehors du basket, tout ce que ça peut nous apporter. Moi, je raconte souvent, moi, le basket, il m'a fait rencontrer des gens extraordinaires. Des gens que j'aurais jamais rencontrés dans ma vie. J'ai côtoyé les plus grands joueurs français. Enfin, je côtoie les plus grands joueurs français, les plus grands entraîneurs. Ton papa, Pierre, on a fait une conférence, je le cite souvent dans des conférences quand on me parle du conflit entraîneur-arbitre. Lui, il a dit, il y a quelques années, on a fait une conférence commune avec un psychologue du sport. C'était à Bourges. Il était à Bourges à l'époque. On est intervenu auprès d'un public d'entraîneurs. Et d'ailleurs, le psychologue du sport, c'était marrant, il avait caricaturé les deux. L'arbitre, il est très autour de l'ego. J'ai toujours raison, je suis le meilleur, les autres, vous ne connaissez pas. Voilà, c'est l'ego, j'ai un ego surdimensionné. Et il disait que l'entraîneur, lui, était beaucoup autour de la paranoïa. L'arbitre m'en veut, le président, il va me virer, mon assistant, il veut me piquer ma place, les joueurs, ils me critiquent par derrière, la presse, elle me critique. Tu vois, il avait caricaturé ça. Et ton papa, donc Pierre Vincent, pour ceux qui nous écoutent, disait, moi, et c'est vrai, je gueule pas beaucoup sur les arbitres, et c'est vrai, parce que je ne veux pas perdre de temps et d'énergie sur des choses sur lesquelles j'ai pas d'influence. C'est-à-dire que les joueurs, j'ai de l'influence, la technique et la tactique, j'ai de l'influence, les arbitres, j'ai peu d'influence. Alors si, il y en a qui vont dire, ouais, des fois, oui, tu peux gagner 2-3 coups de sifflet, tu peux, bon, voilà, mais ça te fera pas gagner un match et une saison, en tout cas, ça te fera pas gagner la saison. Et c'est vrai que Pierre, il passait pas beaucoup de temps à crier sur nous. Et d'ailleurs, quand il nous interpellait, souvent, il avait raison, parce que quelqu'un qui crie tout le temps, à un moment, tu fais, bon, allez, j'écoute plus. Quelqu'un qui t'interpelle une fois de temps en temps, tu dis, oh, je vais lui donner du crédit, tu vois. Et c'est intéressant cet échange avec ton père sur, moi, je perds pas trop de temps avec les arbitres, parce que ça ne sert à rien.
c'est vrai qu'on voit pas des coachs, parce que tu as crié tout le match, tu gagnes le match, quoi. Ok, une fois dans ta carrière, mais pas tout le temps, quoi. Et donc, pour en revenir à ce qu'on disait, c'était, voilà, quand tu es capable de gérer des situations comme ça, bah, ça t'apprend humainement plein de choses. Et l'arbitrage va te permettre de rencontrer plein de gens. Moi, voilà, tous les joueurs des équipes de France, on se connaît, on se parle. Alors, on n'est pas les amis, genre, on bouffe pas les uns chez les autres, mais ça donne des relations. Là, j'avais mon anniversaire il y a 3 jours, j'ai reçu des messages de joueurs d'équipe de France, de coachs. Moi, je suis un passionné de basket. Hein. Quand j'étais gamin, alors oui, j'explique, quand j'étais gamin, j'avais pas de poster d'arbitre au-dessus de mon lit. Hein. C'est pas fou, hein. J'ai arbitré à 16-17 ans, mais moi, c'était pas l'arbitrage qui me passionnait. Moi, je voulais jouer en équipe de France. Moi, je voulais être joueur professionnel. Bon, à un moment, je me suis rendu compte que quand tu passes pas les sélections départementales et tout, tu seras pas joueur professionnel. Donc, et puis l'arbitrage, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un moyen aussi d'aller vers le haut niveau. Quand j'ai senti que les gens disaient que j'arbitrais bien, que je sentais que je me débrouillais bien, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un moyen d'aller au niveau. Parce que ce qui nous passionne, c'est le basket, c'est pas l'arbitrage, pardon, c'est le basket. Moi, il y en a, je me disais, quand tu vas arrêter d'arbitrer, tu vas aller arbitrer en N2 avec des jeunes. Mais non, moi, je vais entraîner, je vais me reprendre l'entraînement. C'est ça, le basket, c'est pas l'arbitrage, c'est l'entraînement, Et moi, je suis passionné de basket. Je passe du temps à regarder des matchs, à parler avec des joueurs, avec des entraîneurs. Je parle pas avec les arbitres. Alors si, certains me posent des questions, mais je passe pas mes week-ends avec des arbitres, quoi. Enfin, voilà. Des fois, on croit ça avec les arbitres, ils sont passionnés que l'arbitrage. C'est faux. Il y a la plupart des arbitres, ils adorent le basket. D'ailleurs, beaucoup jouent, entraînent, etc. Et moi, j'ai beaucoup d'arbitres qui regardent les matchs Euroleague à la télé. Pourtant, c'est pas pour l'arbitrage. Ils regardent parce que c'était Barça contre Madrid, parce que c'est Monaco, parce que c'est Asvel. On est des passionnés de basket. Et les gens ne le voient pas toujours parce que sous notre costume de je dirige, je sanctionne, on voit que le mec en gris, comme tu dis, et peut-être pas assez le côté basket ou humain en tout cas. Ça se voit beaucoup que tu es passionné sur ce genre de sujet. Ouais. Je vais en parler 3 heures, mais bon, c'est pas le... Je sais. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. En fait, il y a un des trucs que tu as dit qui m'a fait rappeler des choses étant petit, moi. Et je te donne un exemple. Je vois une situation où le ballon, il sort. Et moi, je sais que c'est moi qui l'ai sorti. Tu vois. Et t'as triché, bandit. T'as triché, t'es un bandit. Justement. Non, mais justement. Attends justement l'histoire. Donc, je regarde l'arbitre et je vois qu'il sait pas. Je vois qu'il est là et il sait pas quoi faire. Du coup, je le regarde, mais j'étais petit, hein. Je devais avoir 11-12 ans, hein. Et je lui dis, c'est moi qui l'ai touché. Et il me dit, ok. Et il avait pris le temps, il arrête et il donne balle pour les autres. Donc, image positive. Moi, je suis un garçon positif. Tu vois, j'aime pas mentir, je suis pas à l'aise. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les autres joueurs, mon coach, les gens dans les tribunes. Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu le dis ? Il savait pas. Et je sais pas, il aurait sifflé entre deux, il t'aurait donné la balle. Et en fait, il y a une culture aussi, tu vois, c'est pas du mensonge, c'est pas vrai, mais c'est pas exactement ça, mais voilà, il faut tirer à soi le truc, quoi. Exactement. Il faut que tu fasses le nécessaire pour gagner. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, mais quand l'arbitre il sait pas, cours, va vers la balle, sois sûr de toi, et peut-être que ça va l'influencer un petit peu. Et ça, je le compare aux jeux de société, moi, parce que c'est un peu la frustration, tu vois, le côté mauvais perdant, nanana. Ça se voit aussi dans les jeux de société un peu pareil. C'est pour que les gens qui comprennent, s'ils font pas du haut niveau, qu'ils puissent se rapprocher à quelque chose. C'est ce même niveau de frustration de j'ai pas envie de perdre et je suis prêt à faire des choses pour gagner. Est-ce que Thierry Henry devait dire qu'il avait fait... c'est ça, c'est est-ce que Thierry Henry devait dire qu'il avait fait main, tu sais, c'est la question. Je dis pas qu'il devait le faire ou qu'il devait pas le faire. Je dis juste que moi, quand je l'ai fait une fois, alors c'était pas le même impact, hein. Attention, hein. C'était pas le même impact que le sien. Et que je me suis fait fustiger par les gens autour. Et du coup, tu te dis, mais en fait, tu deviens, tu dis ok, je vais faire comme eux, tu vois. Et alors c'est vrai qu'il y a ce jeu de je dois tout tirer pour moi, je le comprends, je veux dire le but c'est de gagner, hein, le basket. Alors jusqu'à quel point, hein, mais le but c'est de gagner, donc on essaye de tout mettre en place pour pouvoir gagner. Jusqu'à quel point, je veux dire, bon, sur une touche t'essayes de tricher un peu, d'influencer l'arbitre, pourquoi pas, mais il y a d'autres comportements pires que ça, tu vois. Enfin, est-ce que tu fais honnêtement, il y a des joueurs, tu vois, je me rappelle quand il y a eu le lockout en NBA, Nicolas Batum, il a joué à Nancy. Ouais. À un moment, je siffle faute à Nicolas Batum et il n'y a pas faute. La salle à Nancy, c'était chaud, hein, 4-5 000 personnes, là, tout le monde se met à huer. Et Nicolas, il est à côté de moi et je lui dis excuse-moi, et je me suis trompé. Et là, il me fait laisse et il me tape sur l'épaule, il fait laisse, il met sa main comme ça et il lève le doigt. Et là, la salle s'arrête de crier. Wow, je me suis dit quel grand monsieur. Je me suis dit waouh, il est en train de me protéger. Mais si j'avais pas dit excuse-moi, je me suis trompé,
peut-être qu'il aurait dit, il aurait pas fait ce geste. Mais tu vois, c'est de dire, excuse-moi, je me suis trompé. Et lui, tout de suite dire, oui, j'ai fait faute, alors qu'il n'avait pas fait faute. Bon, déjà, j'ai été impressionné par la clairvoyance, je veux dire, la classe du C'est un gars. grand Quoi. mec. C'est un Donc, grand voilà, mec. ouais, bien sûr. Et je me suis dit, tiens, tu vois, la bonne relation, c'est de dire, je me suis trompé. Et lui, tout de suite dit, ok, je prends pour moi. Ou si j'avais dit, si, t'as fait faute, là, il aurait certainement fait, mais non, il n'y a pas faute. Et là, paf, Ouais. tout le monde, quoi. Et quand on a compris ça, mais il faut du temps avant de comprendre, parce que c'est tellement dur d'arbitrer, quand tu as compris que tu peux être en bonne relation avec les joueurs, tu peux être en bonne relation avec le coach, ça ne veut pas dire qu'à un moment... Moi, je dis toujours, hein, les coachs, c'est pas mes amis. Hein. Mes amis, tu sais, c'est ceux qui vont venir passer Noël à la maison. Ça, ce sont les vrais amis. Hein. Noël est le premier de l'an, ça, ce sont les amis. Tu as des coachs, tu es super bien avec eux, tes potes, tu en as même avec... j'ai un ou deux coachs qui viennent chez moi, tu vois, qui sont en pro, qui viennent chez moi, ça veut dire qu'on est très proches. Mais le jour où ils vont perdre d'un point de ma décision, à cause de moi, ou qu'ils peuvent gratter le dernier ballon, ils vont le faire. Parce qu'on rentre aussi dans un jeu. Hein, comme tu dis, c'est un jeu de société, c'est un jeu, c'est un sport. Donc à partir du moment où on rentre sur le terrain, chacun prend une casquette ou de coach ou d'arbitre. D'ailleurs, quand je coachais, c'est pour ça que j'ai arrêté, je coachais en région, en senior, tout le monde disait « Ouais, mais lui, il arbitre, il est coach, il influence les arbitres. » Je dis « Mais moi, je prends ma casquette de coach, je suis pas arbitre aujourd'hui. » Toi, les gens, ils ne veulent pas faire la différence. Non. Et je n'étais pas toujours forcément très correct. Et bon, voilà, j'en fais mon culpa et puis je l'avoue. Mais en même temps, ça m'a tellement servi d'expérience dans l'arbitrage après, en disant « Tiens, tu vois, la coach, il peut faire ça, il peut... » Mais voilà, tout pendant qu'on va comprendre qu'on est là. Tiens, t'as dit en préambule, non, pardon, excuse-moi, c'est Choulet qui a dit ça, Jean-Denis Choulet qui a dit ça dans sa conférence de presse, là ce week-end, le match contre Bourg, où Laurent Le Niam a été viré, il y a eu 6 fautes techniques, enfin bon, c'est pas bien passé ce match-là. Non. Il a dit en conférence de presse, j'écoutais ça hier, il a dit, on n'est pas là pour voir les arbitres, les gens ils payent pour voir les joueurs. Ils sont pas là pour voir les arbitres et les entraîneurs. Il a raison, il a dit ça, il a tout à fait raison. Donc, en effet, il faut que les arbitres et les entraîneurs ils comprennent qu'on est là au service des joueurs. On n'est pas là pour nous, on n'est pas là pour briller ou pour voir à qui va être le plus fort. Parce que c'est un petit peu ça. Hein. Quand il y a un match où tu vois pas l'arbitre, où tu le reconnais pas, souvent c'est bon signe. C'est que c'est bon signe, c'est que ça s'est bien passé. Exactement. Ce qui est con, parce que ça veut dire qu'il a fait un bon travail, et donc tu devrais le reconnaître. Mais bon. C'est vrai, c'est dur. C'est ingrat un peu ce rôle. Hein. On te dit que quand ça va pas. On te dit, et même les observateurs d'arbitre, ils te disent que ce qui va pas. Ils disent jamais que c'est bien. Si ça fait 5 mauvais coups de sifflet, on va parler des 5 mauvais coups de sifflet dans le vestiaire, mais on parlera pas des 25 qui ont été bons. C'est un peu là, il faut qu'on arrive à changer ça, nous, dans la pédagogie auprès des arbitres, nous, en tant que formateurs, des observateurs, etc. Mais en effet, nous, les joueurs, les arbitres et les coachs, on est là au service des joueurs. Et certains coachs n'ont pas compris, ils s'en prennent toujours à l'arbitre. C'est toujours la faute de l'arbitre, ou voilà. Et certains arbitres n'ont pas compris, ils pensent qu'ils sont en guerre contre les coachs. Lui, tiens, je l'ai arbitré il y a 15 jours, tu vas voir aujourd'hui, hein, il n'a pas bougé. Tu vois, les trucs un peu... On est humain, après tout. Parfois, ça peut arriver, des comportements comme ça. Mais il faut réussir à les... Comme tu disais, à mettre la casquette. Mais c'est comparable à l'entreprise, hein, de toute façon. Tu parlais de la relation avec l'entraîneur. Moi, j'ai des clients avec qui je travaille dans ma nouvelle vie aujourd'hui. Je m'entends très bien avec eux. Ça ne veut pas dire que... Voilà, il faut non plus que je sois... Il y a des moments où on est séparés. Voilà. Mais ça veut... Voilà, ça ne... Ce que j'ai besoin aussi, c'est... Voilà, dans notre quotidien, dans le travail, on travaille ensemble, donc il faut qu'on partage ensemble. À partir du moment où tu as compris, toi avec tes clients ou moi avec mes entraîneurs et mes joueurs, à partir du moment où tu as compris pourquoi tu viens, mais quand je dis pourquoi tu viens, il y en a qui arbitrent pour l'argent, comme il y a des joueurs qui jouent pour l'argent, comme il y a des coachs qui coachent pour de l'argent. Quand tu vois des coachs qui ont 2 ou 3 clubs, c'est pour de l'argent. Il ne faut pas me raconter qu'ils sont passionnés d'aller entraîner tous les soirs de 20h30, enfin de 18h à 22h dans un gymnase où il fait moins 15, où tu as les U9, les U11, les U13, après tu changes de club. C'est pas vrai, c'est pour l'argent. Mais il n'y a pas de mal s'ils font leur travail. Moi, j'ai aucun souci de dire qu'il y a des arbitres qui arbitrent pour de l'argent. C'est où le problème? Et il y a des entraîneurs qui entraînent pour de l'argent. Ça, j'ai aucun problème. Donc ça, c'est ta motivation première. Dans ce cas-là, tu loupes l'essentiel, en fait. Mais bon, tu fais ça. Soit à un moment, tu comprends que tu es là pour que le basket puisse bien se jouer. Et quand tu as compris ça, ça change toute ton attitude, en fait. Tu sais, moi, quand je suis monté en proie, donc il y a 19 ans, j'ai fait un an de pro, il y a 20 ans que je suis en LNB, donc je suis monté et là, je me dis, oh là là, ça va être dur. Donc au début, tu veux montrer, t'es dur avec les gens, tu mets des fautes. Moi, j'ai jamais eu autant de fautes techniques qu'à mes débuts au haut niveau, quoi. Maintenant, j'en mets presque plus. Parce que ma relation est complètement différente. Je suis aussi reconnu par les gens. Tu vois, il y a aussi ça. Hein, quand tu es en départemental 1, tu as un mec, ça fait 10 ans qu'il arbitre en départemental 1 et qui se débrouille bien, ou plutôt bien. Il est reconnu par les gens. Les gens ne vont pas l'embêter comme le petit jeune qui a 16 ans, qui arrive et puis qui est comme ça devant la table de marque et qui ne sait pas quoi faire, quoi. Mais quand tu as compris pourquoi tu venais, et moi je crois que le fait d'avoir entraîné et joué, ça m'a beaucoup aidé.
quand je vais en Vendée actuellement voir mes fils jouer ou quand ils avaient 10-11 ans, je les ai même coachés. J'arrivais dans des petits clubs où j'avais arbitré il y a 25 ans. Et, oh, Johan, bah, viens boire un verre. Et on prend 2-3 rosés à la fin, tu vois. Mais tu te dis, tiens, t'as pas laissé une mauvaise image en tant qu'arbitre. Et pourquoi t'as pas laissé une mauvaise image? Parce que t'étais là au service du jeu. Et l'entraîneur enfin, tu sais, les entraîneurs en N3 qui cassent leurs plaquettes, qui jettent leurs vestes. Bon, voilà, quoi. Bon, c'est bien, c'est mignon, c'est sympa, ça fait un peu de spectacle, mais ça sert à rien du tout. De même que les arbitres quand font des tonnes, tu vois. Des fois, je dis aux gens, si un joueur va dans une salle de basket pendant 2 heures avec un ballon, il va faire des drills, il va tirer, il va s'entraîner. Mais si l'entraîneur, il va pendant 2 heures avec sa petite plaquette et son crayon dans un gymnase tout seul, il fait quoi? Ben rien. Et l'arbitre, il va avec son petit sifflet tout seul dans un gymnase pendant 2 heures, il fait quoi? Rien. Ce qui montre bien que nous, joueurs, entraîneurs et arbitres, on est au service des joueurs. C'est eux l'essentiel. Les entraîneurs qui ont compris ça, les arbitres qui ont compris ça, ça se passera beaucoup mieux. Alors, je suis pas en train d'idéaliser ou de faire un monde de bisounours, mais tu as plein d'entraîneurs, même en pro, qui ont compris que ça sert à rien de se mettre contre les arbitres, qu'on allait jouer ensemble. Et de temps en temps, tu peux te le mettre dans la poche, ça fait partie du jeu, à l'arbitre de pas être naïf. Quand tu as compris ça, les matchs se passent bien, quoi. Et c'est valable à tout niveau. C'est pas, oui, mais au haut niveau, vous connaissez tous. Oui, on se connaît tous, mais en départemental 1, il y a des mecs, ça fait 10 ans qu'ils arbitrent, il y a des mecs, ça fait 10 ans qu'ils jouent, ils se connaissent. Et la façon dont tu vas te comporter dès le moment où tu rentres dans la salle, si tu rentres dans la salle en Régional 3 et tu dis bonjour, je suis l'arbitre, le vestiaire, s'il vous plaît, les gens ils vont se dire oh là là, c'est qui lui? Tu vois. Alors si tu rentres, tu dis un bonjour, vous allez bien, je vais arbitrer le match, tout à l'heure, si vous pouvez me dire où elle... Ça change tout. Ça change tout. Et si à la fin du match, tu prends ton sac et tu te barres tout de suite chez toi, ou si tu restes prendre un verre avec les 2-3 dirigeants ou joueurs qui traînent, la fois d'après où tu vas les revoir 2 mois après, je dis pas qu'il faut traîner au bar tout le temps, hein. Moi je l'ai fait beaucoup. J'ai beaucoup traîné dans les bars, à boire mon soda bien évidemment. Bien sûr, ça crée des relations, forcément. Et puis, pour revenir, la dernière chose que je vais ajouter dans cette relation entraîneur-arbitre, c'est aussi, on l'a dit en préambule, il faut encore entraîner, il faut encore jouer, il faut encore se former. Moi, j'ai eu la chance pendant 3-4 étés d'être avec l'équipe de France. Tu sais, ils prennent des arbitres pendant les préparations. Ouais. J'ai jamais autant appris avec Vincent Collet que je n'ai appris dans tous mes stages d'arbitre sur la technique. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, pendant qu'il travaillait avec les joueurs, moi, j'étais sur le côté. Puis des fois, il me disait, tu comprends pas? Je dis, non, pourquoi tu fais ça? Il dit, mais regarde, si je fais ça, je demande aux joueurs de faire, je dis, ouais, putain, ouais, c'est bien. Mais t'apprends. Et après, quand je vois ça en match, le mec qui vient, tu dis, putain, voilà. Et tout pendant que tu vas te former, que tu vas entraîner. Et je trouve que, moi j'entraînais encore il y a 2 ans, des U15. J'étais assistant d'un coach, d'ailleurs un très bon entraîneur, un ancien entraîneur Pro B, et j'étais son assistant en U15 départemental. Donc j'ai encore appris des choses. C'est ça le basket. C'est ça, quoi. Je sais pas quand est-ce que tu as prévu de raccrocher, de raccrocher en tant qu'arbitre et de retourner à la vie d'entraîneur. Quand tu auras décidé de faire ça, qu'est-ce que tu vas valoriser le plus de ta carrière d'arbitre? Est-ce que c'est des moments en particulier? Est-ce que, tu vois, le fait de, je sais pas, un match qui s'est bien passé, ou est-ce que ça va être le côté d'avoir beaucoup partagé, Qu'est-ce que tu vas valoriser le plus? Les émotions que tu as vécues, les moments? Déjà, je te remercie de me parler de ma retraite, déjà, j'ai compris. Non, mais... tu sais, là, j'ai pas recommencé la saison, là, malheureusement, je suis en arrêt, là, physiquement, j'ai des soucis depuis le mois de septembre, c'est dur. Et donc, je suis en arrêt de travail, là, je vais reprendre début janvier, pas l'arbitrage, malheureusement, parce que je recommence à marcher que depuis 10 jours, ça fait 2 mois et demi que je marchais pas. Et en fait, ce qui m'a le plus manqué, et je le pensais pas à mon âge, parce que j'ai 46 ans, c'est l'arbitrage. Moi, je me disais, oh là là, je vais pas faire formation, mes dossiers, mes liens avec les comités, comment ça va être, patati. Mais en fait, quand j'ai vu la saison démarrer, que les mecs qui mettaient sur Facebook les photos avec leur tenue d'arbitre, ils ont eu des tenues roses pour le Octobre Rose, ils ont été en rose. J'ai reçu la chemisette, j'étais à l'hôpital, on me l'a apporté à l'hôpital, je l'avais accroché dans ma chambre d'hôpital. Et tu vois, ça me donne encore des frissons, mais c'est le plus dur en fait, c'est de pas arbitrer. Là, je vois des matchs, j'ai envie d'y être, je vois des matchs, j'ai envie d'aller arbitrer. C'est ce qui me manque le plus. Donc je me dis, j'ai encore la foi. Donc merci Hugo, je vais encore faire quelques saisons si j'ai encore le niveau et qu'on m'autorise à le faire. Ça, c'est la première chose. C'était pas ma question. Ne détourne pas les propos. Je vais encore faire un petit peu. Mais tu sais, il y a aussi un truc. En NBA, tu sais, ils arbitraient, on se rappelle de Bavetta qui arbitrait à 72 ans, mais il y a des arbitres qui ont 50, 55 ans. Et en fait, je crois que tout le monde sera d'accord, à part les joueurs, parce que physiquement, à un moment, tu tiens pas, mais les coachs, c'est pareil. Plus tu vieillis, plus tu emmagasines de l'expérience et meilleur tu es. Si tu arrives encore à te tenir à flot des informations, physiquement, etc. Les meilleurs arbitres, c'est pas ceux qui ont 22 ans en proie. Hein. C'est ceux qui ont 45 ans. Ok, je vais reformuler ma question alors. Non, je rigole. Non, mais c'est pour dire parce que parfois on dit aux arbitres, non, mais c'est pas que pour les arbitres, mais je crois que si tu arbitres 1 an en département, c'est dur. Si tu arbitres 10 ans en département, ça sera moins dur.
Ouais. Tu vois, c'est aussi pour dire aux arbitres, c'est dur les premières années, mais plus on engrange de l'expérience, mieux ça se passe et meilleur c'est. Donc ça, c'est pour pas que tu me vires. Ça, c'est la première chose. Bon. La deuxième chose, quand j'arrêterai, en effet, ce qui va me marquer, c'est pas tant le basket, je veux dire, jouer en lui-même, c'est toutes les rencontres humaines et ce que ça m'a permis de développer personnellement dans les compétences dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi dans le cercle social et relationnel. Ouais. Les rencontres avec les gens, c'est d'une richesse extraordinaire, que ce soit chez mes collègues arbitres. Moi, j'ai arbitré avec des gens qui ont des histoires de vie incroyables, dures, qui ont vécu des choses terribles. J'ai arbitré avec des gens dont tout a réussi du premier coup. J'ai arbitré avec des chefs d'entreprise, j'ai arbitré avec des chômeurs. Enfin, ça, c'est riche. Je veux dire, c'est super riche. Cette diversité sociale, humaine, mais aussi de voir les choses. Ça, c'est super riche. Et la deuxième chose, c'est en effet toutes les découvertes. J'ai eu la chance pendant 10 ans d'être arbitre international. J'ai arrêté en 2017 pour des raisons familiales. Pendant 10 ans, j'ai fait 40 pays, j'ai fait toutes les villes d'Europe. Mais je veux dire, culturellement, jamais, merci le basket, jamais j'aurais vécu ça en étant un stit. Si j'aurais fait 3-4 voyages à l'étranger, tu sais, mais ça m'a ouvert, tu vois, les gilets jaunes, tout ce qu'on vit là socialement qui est difficile. Moi, je viens de passer 3 mois à l'hosto, enfin, la sécurité. Moi, par rapport à ce que j'ai appris quand tu vas en Roumanie, je suis allé au Kazakhstan, je prends l'express ces pays-là, tu vas en Pologne, mais socialement, on est heureux chez nous, les routes sont propres. Il y a de la sécurité, je veux dire, tu crains rien, enfin bon, je généralise pas, parce qu'il y a des endroits où c'est plus compliqué que d'autres, mais on est bien en France, t'es malade, ton médecin il est remboursé, tu travailles pas, tu travailles pas pendant un mois, ben t'as quand même ton salaire, enfin on se rend compte de ça ou pas? Et je veux dire, c'est ça que je vais retenir, c'est toutes ces rencontres humaines, cette ouverture culturelle, tous les arbitres étrangers aussi avec qui j'ai vécu, que j'appréciais les façons de vivre ou pas d'ailleurs, ça c'est d'une richesse, je garderai ça toute ma vie et merci le basket, quoi. Merci le basket. Et c'est d'ailleurs ma question suivante, c'est que forcément, en arbitrant des matchs à l'international, tu n'arbitres pas, enfin peut-être que les gens le savent pas, mais c'est pas 3 Français, hein. Souvent c'est des arbitres de différents pays. Donc, t'as le voyage, tu peux visiter les villes, ce qui est moins le cas des joueurs quand ils se déplacent, parce que y a le côté entraînement, etc., que vous avez la chance de pas avoir. Alors c'est l'avantage de l'inconvénient. C'est vrai. Et la deuxième chose, c'est que du coup, vous faites avec des trios qui sont d'autres pays. Donc, tu partages avec des mecs ça, qui c'était sont super intéressant. C'est ce que j'ai aimé sur ma carrière internationale, et plus vers la fin, parce que j'étais, tu sais, on y avait le premier arbitre, le deuxième et le troisième arbitre. Mais à la fin, les 5-6 dernières, j'ai fait 10 ans, hein, toi, pendant les 6 dernières années, j'étais premier arbitre. Et c'est vrai que ça, c'est super riche, parce que, oui, on n'arbitre jamais 3 Français. Il arrive parfois qu'il y ait 2 Français, mais c'est très, très rare. On arbitre avec des collègues. Parfois on connaît, parfois on ne connaît même pas. C'est-à-dire que tu arrives à l'hôtel à minuit ou 11h30, parce que tu prends les vols, toi qui arrives tard, tu le vois pas, tu le rencontres au petit déjeuner. Au petit déjeuner, tu parles un peu, tu vas faire une balade en ville, donc là tu apprends à te connaître un petit peu, tu vois un petit peu comment le mec il réagit, etc. Et après, le soir, il faut travailler ensemble. C'est super dur. Donc on a un briefing à l'hôtel. Donc maintenant, il y a des briefings avec la vidéo, etc. À l'époque, ça se faisait moins ou pas. Et après, tu dois arbitrer avec eux. Et ça, c'était un vrai challenge de réussir en 20 secondes, créer une équipe, mais même en Pro A, enfin en Betclic Elite, je dis aux collègues des fois, alors en Betclic, j'arbitrerai avec tout le monde. Si je fais un match de Pro B, il y a des fois des arbitres avec qui je n'ai jamais arbitré. Et je leur dis à l'hôtel, quand on prépare le match, est-ce que vous vous rendez compte que nous, il va falloir qu'on soit bon dès le début du match, alors qu'on n'a jamais arbitré ensemble, et les équipes, ça fait 4 mois qu'elles s'entraînent tous les jours ensemble, qu'elles jouent ensemble depuis 4 mois, elles ont leur système qui marche et tout. J'ai dit, il va falloir qu'on soit bon. Et comment on est bon? On a un système, nous. On a un seul système. Ça s'appelle la mécanique d'arbitrage. C'est ce qui nous permet de bien nous placer, pour bien voir. Toi, s'il y a un tir à 3 points, le mec il saute, l'autre il vient comme ça. Si toi, t'es pas bien placé là pour bien voir entre les deux et que t'es comme ça, tu vas pas voir. Donc nous, notre mécanique, notre système, c'est de se déplacer d'un mètre pour bien voir entre les joueurs. On a des outils comme ça qu'on doit maîtriser. Si tu maîtrises ça, après, je veux dire, toi comme moi, c'est facile de savoir s'il y a faute ou pas faute. Je veux dire, t'es capable de faire ça. Moi, je mets ma grand-mère dans un fauteuil roulant au coin du terrain. Je lui dis, mamie, tu siffles quand ça touche la ligne. Elle est capable de faire ça. Ouais. Dire. Après, ce qui est dur, c'est que ça bouge, et c'est ça qui est intéressant à l'international, c'est que tu arbitres avec des gens avec qui tu n'as jamais arbitré, qui ont une culture différente, qui ont des façons de faire différentes, mais il va falloir performer. Ça, c'est dur, c'est très très dur. Mais en même temps, ça te pousse dans tes retranchements. Et pédagogiquement, faut pas. Si l'autre fait une grosse erreur dès le départ, si c'est quelqu'un que tu connais en France, tu vas lui dire dans l'oreillette, tu déconnes. Alors que là, si tu dis ça, t'as le mec qui va se frustrer. C'est un mec de l'Est, il est super dur. C'est un Espagnol, il va prendre ça avec beaucoup d'affect. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, ça, c'est super riche. Ouais, j'imagine qu'il y en a avec qui t'as matché personnellement et d'autres avec qui pas du tout. D'autres, pas du tout. D'autres, tu peux pas les supporter, même au petit-déj, déjà, ils t'énervent, tu vois. T'arrives à l'hôtel, ils t'énervent déjà, tu les as jamais vus, parce que ils en font trop. Et ça devait être, je veux dire, inversement, hein, je veux dire, il y en a peut-être qui m'ont pas supporté dès le petit-déj, quoi. Hein. Tu te dis, oh là là, le mec, il se la pète dès le petit-déj. Ou moi, j'ai eu une fois un trio où tout le monde a son portable au petit-déjeuner.
ou au repas du soir, le midi, on va au restaurant, ils mangent et ils sont avec leur portable. Et toi, tu es tout seul à vouloir échanger avec le commissaire ou avec le... Ouais. Ça, c'est insupportable. Pourtant, il va falloir performer. Mais je veux dire, quand tu es dans une équipe de 10 joueurs, t'aimes pas tout le monde. Hein. Il y en Non, a c'est qui le supportent principe. pas. Et pourtant, sur le terrain, il va falloir que tu lui fasses sa passe décisive. Hein. On voit bien des fois dans des équipes, la passe, ça va pas aux joueurs parce qu'il y a des problèmes relationnels. Mais ce qui prouve nous, on peut que, pas et c'est la même chose dans les équipes, on en a parlé il y a pas longtemps dans un autre podcast, c'est que t'es pas obligé de bien t'entendre avec les gens pour bien travailler. C'est pas les mêmes cohésions. J'en ai parlé avec Virginie, que si vous avez pas vu, je vous invite à voir sur la préparation mentale, qui est super intéressant, mais qui parle de ça. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de m'entendre avec la personne pour bien travailler, même si ça demande du travail, de bien travailler avec des gens avec qui je m'entends pas bien. Ça fait de la cohésion opératoire. C'est dur. T'as des histoires en particulier d'un ou deux, ou même sur le terrain, du coup, ça s'est mal passé, ça s'est vu, ou... Ouais. Vu, je sais pas. Non, mais Mal passé, oui. toi, tu l'as vu, tu l'as senti, quoi. Ouais, moi oui. Ah ben moi oui, de l'extérieur, j'espère que non. Il y a des collègues qui à ton premier, par exemple, je vais te donner un exemple. On est avant le match, 3 minutes avant le match. Tu sais, 3 minutes avant le match, on doit siffler 3 minutes. Oui. Et puis je vois mon collègue j'étais pas premier arbitre, hein, il y avait un premier arbitre, et je vois qu'il est en train de courir encore, et il est 3 minutes 03, tu vois, 04, et ça. Donc il passe, je lui dis, il y a 3 minutes. Et là il me regarde, il dit, tu vas me dire qu'il faut que je siffle marcher? Toi, le mec, je lui disais juste, il faut siffler les 3 minutes, tu vois, j'étais cool. Ouais. Et là, il m'a dit, tu vas me dire quand il faudra que je siffle marcher? Et il l'a pas dit pour rire, tu vois. Ouais. Donc en fait, du match, après, tu parles pas. C'est-à-dire, tu fais ton job, tu fais pas de bêtises, tu fais bien parce que tu te dis, il faut que je sois bon, puis tu fais ton job avec lui, point barre. Tu changes pas du match, tu vas au resto, tu manges, basta, je te reverrai jamais. T'en as que tu revois qu'une fois dans ta vie, tu vois. Bon, ouais, ça arrive. Et tu peux choisir avec qui tu travailles? Non, jamais. Non, jamais. Non, pareil en France, hein, on est désigné. La différence entre le foot en première division, ils travaillent beaucoup maintenant par quatuor, même parce que les remplaçants, ils voyagent ensemble, c'est une équipe. Au handball, c'est des doublettes ad vitam aeternam, hein, ils ont la même doublette toute la saison. Nous, c'est pas le cas. En basket, on change tout le temps. Tous les week-ends, on change. Alors, ça pose des questions aux entraîneurs. Il y en a qui m'ont dit, mais au handball, ils doivent être plus cohérents, parce que quand tu connais bien ton collègue, si à un moment tu sens qu'il est pas bien, tu peux l'aider plus, et c'est vrai. Ils sont très cohérents dans leur doublette, mais ils sont moins cohérents entre les doublettes. C'est-à-dire qu'un jour, tu as cette doublette-là, et l'autre doublette, forcément. Et nous, à l'inverse, on est peut-être un peu moins cohérents entre nous trois sur le terrain, mais il y a plus de cohérence sur le championnat. Vous avez choisi la cohérence entre globale. Nous tous. Ouais, puisque tu changes tout le temps. C'est-à-dire que moi, si j'arbitre avec toi, on va se remettre en cause l'un l'autre, mais le week-end d'après, je suis avec l'autre, on va se Donc, il y a une espèce de plus de cohérence globale, peut-être moins dans les rencontres. Mais c'est un choix, et moi, des fois, se poser la question, est-ce qu'il faut revenir avec des triplettes? Peut-être ça viendra un jour, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas le cas du basket dans tous les championnats. Et moi, je trouve ça tellement riche de pouvoir changer. D'abord, riche humainement, mais aussi riche dans le basket, parce que si j'arbitre toujours avec les mêmes, on a une habitude de fonctionnement. C'est bien, parce qu'un jour, tu arbitres avec un autre, il fait un truc, tu dis, waouh, c'est bien ce qu'il a fait là. Ah, je vais prendre ça pour moi, tu vois. Moi, j'arbitre avec des gars, je dis, ah, le petit jeune, il vient de faire un truc génial. Ah, faut que je retienne ça. Ou à l'inverse, tu vas lui donner un conseil. Enfin, voilà. Le partage, toujours le partage. Ouais. Mais en effet, avec du recul, c'est l'essentiel de l'activité, hein, c'est l'échange, le partage, mais sans oublier la performance. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux aimer les gens, tu peux être gentil, tout le monde peut t'aimer, mais si t'es mauvais, ça passera pas, quoi. La première chose de l'arbitre, c'est qu'il faut être performant, avant même de parler de gestion. Si tu fais aucune erreur, il y aura bien quelques contestations, mais il y en aura moins que si tu fais plein d'erreurs, quoi. Donc la première chose, c'est la performance, et on travaille pour ça. On regarde des matchs, on débriefe nos matchs, on analyse nos erreurs, on envoie nos clips, on reçoit des clips toutes les semaines de Eddie Viator, qui envoie aux arbitres des débriefs, en gros des journées. Tu vois, chaque journée, il envoie, il dit, tiens, il y a eu ça sur tel match, ça, il faut pas refaire. Regardez, ça a été sifflé. Vous devez tous bien le faire, parce que ça a été super bien fait, etc., etc. Ça, c'est le travail technique. Ça, c'est le primordial. Ça, c'est le numéro 1, c'est la performance sur le terrain. Après, il y a tout autour, tout ce qui va autour. Parce que t'as beau être le meilleur, il y aura toujours des critiques. Toujours, tout le temps. Mais qu'elles soient justifiées ou pas, il y en a. Exactement. C'est normal. Et une de mes dernières questions, parce que ça m'intéresse aussi, c'est que l'introduction de la vidéo, pour toi, est-ce que ça a changé beaucoup de choses dans ton approche ou pas du tout? Parce que c'est super encadré dans le basket par rapport à d'autres sports où c'est vraiment sur des trucs très spécifiques. Est-ce que pour toi, ça a il y a 10 ans, tu sais, j'ai participé à une émission, il y a deux choses. Il y a l'aspect technique et il y a l'aspect de la fonction de l'arbitre. J'avais passé une émission sur Europe 1. J'avais été invité avec un arbitre de foot parce qu'ils allaient mettre en place, peut-être, et c'était la réflexion de mettre en place la VAR. Ouais. L'arbitre de foot disait, ouais, ça nous déshumanise, que ça soit des vidéos qui décident pour nous. Et moi, je pense que c'est le contraire, en fait. Je pense que, justement parce qu'on est des hommes et qu'on va se tromper, et il y a des moments clés d'un match où il y a besoin de regarder une vidéo. Alors,
tu l'as dit, quand tu as dit, toi, quand tu étais jeune, le ballon il est sorti et Thierry Henry, c'est pas tout à fait le même enjeu sportif, social et économique, parce qu'il y a tout ça derrière. Bien sûr. Mais s'il y avait eu la VAR au moment de la main de Thierry Henry, il n'y aurait pas eu, voilà, le but aurait été refusé. Eux, au foot, tu fais un penalty, tu loupes un penalty ou tu en accordes un par erreur, ça change la donne sociale, économique, enfin peut-être pas sociale, mais en tout cas économique et sportive. Nous, si on loupe faute sur tir, il va y avoir d'autres paniers, sauf si c'est la dernière seconde. Donc il y a déjà un enjeu qui est un peu moindre. Ça n'a pas du tout changé mon approche du match, sauf que tu sais que sur le tir au buzzer, au carton, par exemple, tu sais que si tu te trompes, tu vas reprendre la vidéo. Donc, il y a quand même moins de pression sur la décision. Tu dois la prendre, parce que nous, en basket, on n'a pas le basket de pro, il n'y a pas 18 caméras pour le match. Hein. Il y en a une qui s'appelle Keymotion, qui est accrochée au plafond. Donc, des fois, on ne voit pas. Donc, on est obligé quand même de décider. Donc, on doit prendre la décision, mais on sait que derrière, on va pouvoir utiliser la vidéo pour être aidé. Donc, ça peut mettre un peu moins de pression sur des décisions comme ça. Mais fondamentalement, ça ne change pas du tout mon approche de l'activité. Ce qui est peut-être différent dans le foot, je ne sais pas, je me suis jamais renseigné. Parce qu'en effet, eux, une décision, c'est quand même important. Enfin, tu vois, tu oublies un penalty, ça n'a pas le même poids que si tu oublies un lancer franc, quoi. Non, mais en plus, dans l'intervention, notamment pour les fautes antisportives, alors c'est moins le cas, comme tu le disais, en France qu'en Euroleague, parce qu'en Euroleague, ils ont beaucoup plus de caméras, donc ils ont beaucoup plus d'outils, donc c'est beaucoup plus facile de les utiliser. Oui. Mais c'est vrai que avoir... T'as donné la réponse que je voulais, c'est-à-dire que c'est stabilisant, en fait. C'est rassurant, quelque part, presque, d'avoir ça. Oui, c'est stabilisant, c'est rassurant, parce que tu te dis que, ok, tu as pris ta décision, tu vas aller voir la vidéo, et en plus, quand tu fais la vidéo, personne ne dit rien. C'est-à-dire que moi, si je siffle faute antisportive, tout le monde gueule. Je vais voir la vidéo, c'est bien antisportif, personne ne dit rien. Tu vois, là aussi, hein, l'approche par rapport à l'arbitre. Mais je veux dire, tu siffles pas faute antisportive, et tu vas à la vidéo, tu mets faute antisportive, les gens ne disent rien parce qu'ils se disent, ben oui, c'est vrai, puisqu'ils ont regardé à l'écran. À l'écran, tu te trompes pas, quoi. Enfin, je veux dire, pour te tromper, surtout, comme tu dis, en Euroleague, où il y a tous les ralentis qui arrivent de tous les coins. Il n'y a aucun souci. En France, c'est un peu différent. Maintenant, on est capable de voir si ça a effleuré le bout de ton ongle gauche. Ouais, c'est ça. Toi, les tirs au buzzer des 24 secondes, ils arrivent à arrêter la caméra, le ballon est sur le bout des doigts ou pas. Nous, en France, on peut pas toujours voir, parce que quand tu prends cette fameuse Keymotion, qui sont, pour ceux qui connaissent pas, il y a des caméras au plafond qui sont accrochées dans les salles, qui filment avec personne. Ça se filme automatiquement. Donc, ça zoome ou pas de manière automatique. Il y a personne qui filme, en fait. Et des fois, on est loin, et le ballon, quand tu fais un stop, il est flou, en fait. C'est pixelisé, donc tu vois pas trop s'il est encore dans les mains, pas dans les mains. Parfois, c'est très compliqué. Donc, on est quand même obligé de décider, mais bon, ça peut t'aider dans la décision. Après, faut pas tomber à l'inverse. Moi, j'ai vu quelques matchs d'Euroleague où j'en avais marre. On avait marre de voir les arbitres arrêter le match pour aller voir la vidéo. Parce que comme je t'ai dit, le basket, tu peux l'arrêter tous les 10 secondes. Pas comme le foot, où tu as un truc tous les 2 minutes. Nous, c'est toutes les 10 secondes. Mais il y a eu des matchs où c'est long devant l'écran, où il suffit de voir un ralenti, on voit que c'est antisportif, et eux, il leur faut du temps, quoi. Même parfois, tout le monde sait que c'est antisportif, mais on va quand même voir la vidéo. Je pense qu'ils ont évolué là-dessus, ils font plus attention, parce que si le basket est arrêté tout le temps, c'est insupportable. Ça coupe le rythme et c'est moins agréable. Et ce qui fait que ça le rend pas télévisuel, hein, et les gens ne le regardent pas, quoi. Non, et puis parfois, je me rappelle, il y a une action, je me rappelle, la NBA, la saison dernière, je me rappelle une réflexion de Jeff Van Gundy qui disait, mais en fait, parfois, au ralenti, tu vas voir que le mec, il a dribblé, l'autre a touché la balle et elle a effleuré le bout de son doigt en sortant. Donc, si tu fais le ralenti, effectivement, en zoomant, tu vas voir qu'elle l'a touché. Mais le principe de l'action, c'est il a dribblé, l'autre l'a poussé. Donc, en surdétaillant, on perd l'essence du jeu. C'est un petit peu quand nous, on analyse nos matchs, tous les arbitres de Betclic Elite, de Pro B, de NMA, après chaque match, on a notre vidéo qui est sur le site internet, où on peut les télécharger, ou des fois sur une clé USB. Bon, ça se fait presque plus, mais bon, c'était le cas il y a 2-3 ans, on faisait encore des clés USB. On faisait des cassettes vidéo, moi, quand j'ai commencé, et on les recevait par la poste, donc c'est pour dire un petit peu comment on travaillait. Et on faisait pas de clip, parce que découper les fils des cassettes vidéo, c'est impossible. Quand on reçoit notre match, déjà on le regarde parfois tout de suite à l'hôtel ou au restaurant parce qu'on a envie de voir un truc qui s'est passé, qui a été chaud, tu vois. Mais quand on analyse, tu sais, je dis, par exemple, est-ce que le contre il a été fait en phase descendante ou pas? Quand tu as fait 10 ralentis, que tu as remis 10 fois la même action pour savoir, tu peux te dire que c'est pas grave, parce qu'en live, même si tu t'es trompé, quand il faut 10 ralentis pour avoir la solution, c'est que c'est impossible à savoir en live. Donc, autant le ralenti nous aide des fois parce que tu dis, ah oui, là, clairement, il avait posé l'appui, l'autre il arrive en retard, c'est faute. Ça te permet de mettre aussi des images dans ton disque dur et de te dire la prochaine fois, ça va pas. C'est le principe de la vidéo qu'on travaille avec les joueurs aussi. Les joueurs qui font vidéo, c'est se mettre des images en tête pour quand ça se produit sur le terrain, mais paf, tu es capable d'être réactif. Parfois, tu vas tellement chercher dans le détail que ça ne sert pas à grand chose, d'aller chercher le petit truc impossible qu'il y a que toi qui as vu, quoi. Ouais.
Et c'est comme l'arbitre qui dit voilà, cette faute, je suis le seul à l'avoir vue, je suis fort. Bon, quand t'es le seul à avoir vu la faute, faut pas la siffler, quoi. Faut pas la siffler, sauf si c'est un truc, un coup de coude, tu vois, en cachette. Mais j'ai vu un match ce week-end où là, le joueur va tirer, il fait son lay-up, il y a panier facile, l'autre il a effleuré le coude, personne ne le voit dans la salle, et l'arbitre ici faute and one. Ça sert à rien au jeu. C'est arrivé 3-4 fois dans le week-end, dans le match que j'ai vu vendredi soir. Mais les joueurs, après que j'ai croisé la couleur, ils m'ont dit, mais ça sert à rien de siffler ça. Je dis, je suis d'accord, ça sert à rien. Donc l'arbitre, c'est pas celui qui voit les petits trucs que personne n'a vu, c'est celui qui prend l'essentiel du match. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est capable de prendre le truc qui va faire déraper le match. Tu vois, le coup de coude en cachette, si on le voit pas, malheureusement, ça peut partir en vrille. Et on les voit pas toujours parce que, en effet, il y a 10 joueurs, ça court et voilà, c'est ça, arbitrer. C'est aussi simple que ça. Puis vous êtes humain aussi, de manière générale. On est humain et on se trompe à chaque match. Comme les joueurs, tu vois, comme les entraîneurs, ils font. Enfin, tu vois, quand tu vas voir n'importe quel match, même en pro, tu regardes un match, tu te dis, mais pourquoi il fait ça, le joueur? Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, ils font des erreurs de choix, de tactique, et il loupe ses 2 lancers francs à la fin du match, il loupe le lay-up pendant le match. Je veux dire, louper un lay-up tout seul, c'est comme l'arbitre qui s'est trompé, qui a donné balle au vert au lieu des rouges. Je veux dire, c'est un truc aussi grossier, quoi. On ne dit rien aux joueurs, très peu. Tu vois, les gens vont vite brandir la faute professionnelle. Parfois, j'entends souvent cet argument qui me rend fou. Bien sûr, parce que moi, tout à l'heure, là, j'ai fait mon couscous, je l'ai fait cuire un peu trop longtemps. C'est une erreur. C'est la même chose. Je viendrai pas ce midi. Je suis en train de me dire qu'il ne faut pas trop aller manger chez toi. J'ai compris. J'étais en train de faire plein de choses et j'ai laissé trop longtemps. Bah voilà. Et c'est pas une faute professionnelle. Enfin, les erreurs, on en fait tout le temps. On en fait tout le temps. Exactement. Bon, bah, en tout cas, je vois l'heure qui tourne et il faut que je te laisse. Je suis bavard. Ah non, au contraire, parce que je pense que j'aurais pu parler encore une bonne heure facile sur plein de sujets. En tout cas, merci Hugo d'avoir pensé à l'arbitrage, parce que je trouve que c'est important que les gens d'abord rencontrent un arbitre. Des fois, tu sais, rencontres pas forcément un arbitre, ceux qui vont nous regarder. Ouais. Ça donne aussi une image différente parfois de l'arbitrage par tes questions, mais aussi la façon dont je l'explique. Alors, ce que j'explique, ça me concerne moi, c'est pas la vérité, c'est peut-être pas ce que tout le monde pense. En tout cas, merci d'avoir pensé dans ton panel de joueurs, la préparation mentale. Moi, j'ai regardé Emeline Ndong aussi qui était là, qui est une copine, qui est une amie, tu vois. Toi, d'être ami avec des joueurs, c'est l'arbitrage qui apporte ça. Là, je l'ai écouté pendant 1h30, là, c'était super intéressant. D'avoir pensé à l'arbitrage, c'est bien, parce que c'est comme tu le dis, un maillon du basket en général, de cette chaîne, et il faut savoir comment c'est pratiqué, voilà, tout ce que j'ai pu expliquer. Donc, merci d'avoir pensé à nous. Ça valorise aussi notre fonction, et merci. Non, mais merci à toi pour le temps que tu m'as accordé, et je pense que c'est super intéressant. Je pense que tu es super intéressant, et vous avez plein de choses en place que je me suis renseigné du coup en regardant sur la formation FFVB, etc., qui sont super positives. Et tu as parlé au tout début l'idée de créer de la cohérence pour pouvoir à terme voir la France continuer de performer et être championne olympique à Paris, mais même plus loin, tu vois. C'est un peu le but qu'on a tous passionnés, et c'est beau, donc que ça continue.